Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour cette 4e séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en partenariat avec la chaire d'innovation du bloc opératoire augmenté de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Cette 4e séance donc s'intitule la chirurgie, une profession transgressive et sacrée, point d'interrogation. Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien? Réponse: Dieu ne s'est jamais pris pour un chirurgien, lui. Cette plaisanterie des couloirs de l'hôpital, fréquente au bloc opératoire, en dit long sur l'hubris fondateur de la profession chirurgicale, doté d'un pouvoir d'action inédit sur les êtres et les choses, hubris fondateur de la profession qu'on a pu commencer à explorer dans les séances précédentes avec Marie-Christine Pouchel notamment. Et de fait, l'indicible d'une communion intense avec les ressorts de la vie qui caractérise la pratique chirurgicale se double d'un soin intrinsèquement agressif qui consiste à rentrer dedans. Ceci explique pour partie la dimension éminemment transgressive de la profession, mais aussi la récurrence et la fréquence de pratiques transgressives au bloc, qu'il s'agisse de paroles blasphématoires ou du non-respect des règles d'asepsie. Quelles sont les racines de ces transgressions? De quoi sont-elles le nom? Et comment manage-t-on finalement des chirurgiens? Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Michel Caillol, qui est à ma droite, puisque donc, ce soir on a cette petite surprise de se retrouver en présentiel pour la séance. Dr Michel Caillol, qui est donc chirurgien orthopédique et docteur en philosophie, membre de l'équipe pédagogique de l'espace éthique méditerranéen et fondateur et animateur d'un organisme de formation en éthique médicale qui s'appelle Médecine Éthique. Après plus de 25 ans d'activité chirurgicale, et à la suite d'un accident de ski, vous avez pris une orientation définitivement philosophique qui s'épanouit à travers de nombreuses conférences, des formations auprès des soignants, un séminaire de philosophie pratique à l'UTL Marseille et de nombreux articles. Et donc vous êtes notamment l'auteur d'une thèse soutenue en 2012 et dirigée par le philosophe Éric Fiat qui s'intitule « Dieu n'est pas chirurgien, un cheminement éthique à la recherche des traces du sacré en chirurgie ». Thèse qui devrait, je crois, prendre la forme d'un ouvrage courant 2022. Et donc dans son intervention, Dr Michel Caillol nous proposera un détour par la philosophie, par l'éthique et par l'histoire pour appréhender les racines de la transgression en chirurgie. Qu'est-ce que cela représente d'intervenir sur un être humain? Cela suppose notamment d'agresser et de transgresser, nous dites-vous. Or, l'agression et la transgression constituent deux composantes de la violence. Ces dimensions sont trop souvent occultées, tout comme le caractère sacré du corps sujet sur lequel le chirurgien intervient. Et vous plaidez donc pour une éthique chirurgicale qui vient appuyer le caractère doublement sacré du corps-personne humaine et du geste chirurgical, dont le caractère exceptionnel, en dépit du fait qu'il est répété au quotidien par les soignants, dont le caractère exceptionnel ne saurait être négligé. Vous nous mettrez aussi en garde, je crois, contre la technique susceptible d'annihiler cette reconnaissance du caractère sacré, et vous interrogerez également les frontières de la chirurgicalité. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction du docteur Michel Caillol. Et pour dialoguer avec lui ce soir, Madame Leslie Lépron, qui est chef de cabinet de la directrice générale de l'ARS Île-de-France, de l'Agence régionale de santé. Donc, après avoir obtenu un master en management des établissements de santé, vous avez rédigé une thèse en sciences de gestion sur les pratiques transgressives des chirurgiens au sein de plusieurs blocs opératoires d'un groupement hospitalier privé sous la direction du professeur Jean-Paul Dumont. Leslie Lépron reviendra sur le sens de ces transgressions. Vous insistez dans votre thèse sur la récurrence de la transgression des règles de traçabilité, d'hygiène et de fonctionnement de la part des chirurgiens, transgression que vous considérez comme quotidienne et généralisée. Vous soulignez aussi combien, dans l'immense majorité, ces transgressions ne semblent pas avoir pour intention de nuire aux patients, mais plutôt ni de faire acte de résistance. Vous proposez plutôt de classer les transgressions en fonction qu'elles soient fonctionnelles, culturelles, politiques ou économiques. Elles sont tantôt le reflet d'une idéologie défensive du métier, tantôt le marqueur rationnel, tantôt plutôt un marqueur rationnel et plus individualiste, d'un acteur qui est stratégique et qui vient engager un rapport de force avec l'organisation.
Dans tous les cas, ces transgressions rendent les chirurgiens complexes à manager et vous esquisserez certaines pistes plus opérationnelles pour y parvenir. Merci. Ah bah merci beaucoup. Et donc la parole est à Michel Caillol, dont je vais partager le PowerPoint. On va parler, puisque voilà, pendant que le diaporama se met en route, on va parler de la même chose mais sur un plan différent. Moi je vais parler, vous l'avez très bien introduit, merci, de la transgression du corps de l'opéré, donc de l'être humain, et de la transgression que représente le geste. Et vous allez parler, j'ai bien vu aussi, de la transgression des règles d'organisation de l'intervention elle-même. Et ça va se recouper. Alors, j'ai dit entre transgression et agression, la chirurgie peut-elle rester éthique? Alors, il faut se rappeler que soigner est une affaire sérieuse, et je crois que nous, les soignants, on l'oublie parce qu'on le banalise. Alors, les artistes, lorsqu'ils sont doués, comme ce peintre hollandais au début du Moyen-Âge, nous montre que, dans le fond, la société nous renvoie un message qui veut nous faire croire, qui voulait faire croire à l'époque, que opérer quelqu'un, comme le fait ce barbier sur un socle de foire, c'est n'importe quoi. Alors si on regarde le détail, il fait semblant d'enlever une pierre de folie sur la tête du malade, et en réalité, il en a plein son échoppe, donc c'est un charlatan et un escroc. Mais pour dire ça, le peintre nous dit, non, ça c'est le message de la société. Mais en réalité, on voit la peinture du malade, le malade il a compris que c'est sérieux et agressif. Le paramédical qui à l'époque était une bonne sœur, elle a compris que c'était évidemment agressif et sérieux, elle en est même un peu revêche. Et la famille qu'on voit à droite, elle considère, on voit cette dame qui a les bras tendus vers le ciel, puisque la société me renvoie un message qui est faux, plaise à Dieu qui guérisse. C'est-à-dire je choque la société. Aujourd'hui, vous le savez, et Mme Lépron a dû le voir aussi, c'était une statistique de l'adresse en 2009, 45% des malades à qui on annonce en médecine générale un cancer vont d'emblée dans les médecines dites parallèles. D'emblée. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus en la médecine dite traditionnelle. Peut-être que par analogie, on voudrait leur faire croire que tout est banal, alors que ça n'est pas banal du tout. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de soin d'autre part, et c'est pour ça que le soin est agressif et technique. Il n'y a pas de soin sans technicité, c'est-à-dire que la technique, c'est l'art de faire. Et l'art de faire, c'est la traduction du mot grec techné. Voilà. Technicité comme art de faire, c'est art fécit, c'est artificiel. Et la technicité, elle est partout. Elle est au bloc opératoire, évidemment. C'est la quintessence avec l'arrêt de la technicité. Elle est auprès d'une aide-soignante qui fait l'aide-soignanterie. Je ne résume pas son boulot à faire des toilettes, mais il faut avoir une technique de faire les toilettes, et je ne sais pas les faire. Et il y a une technique de soins palliatifs. Ce qui veut dire que quel que soit le soin, il n'y a pas de soin sans technicité. Alors, ça impose deux choses. D'abord, elle doit être maîtrisée du point de vue de la compétence, on doit savoir la faire, et d'autre part, dans le plan de ses indications, et le principe d'Hippocrate, c'était d'abord ne pas nuire, puisque cette technique, je viens de le dire, est agressive. Donc je ne dois l'utiliser qu'à bon escient. Un chirurgien ne doit pas opérer tout ce qui passe, une aide-soignante ne doit pas faire des toilettes à tout ce qui passe, etc. etc. Sinon, c'est plus un chirurgien, c'est un technicien du bistouri, et c'est plus une aide-soignante, c'est une machine à laver. Alors, une fois qu'on a dit ça, on prouve que toute technicité soignante est au minimum intrusive, voire agressive, à commencer par déshabiller le malade, on dénude et on touche. Je vous rappelle que s'il n'y a pas une raison médicale, ça s'appelle un attentat à la pudeur. Et n'oublions jamais qu'au premier degré, aucune personne est contente, accepte neutrement d'être déshabillée, touchée avec des doigts de tous les côtés. Donc on l'accepte au deuxième degré en disant « bon, je veux bien passer par là, puisque ça me fera sans doute du bien ». Le soignant invasif, c'est le chirurgien en tête, il intervient, mais une infirmière qui fait une perfusion ou une intradermique, c'est une intervention, c'est un franchissement de la barrière cutanée, ça fait saigner, c'est une transgression qu'on banalise tellement. Là aussi, l'adresse en 2009 avait montré que 40% des bilans sanguins à l'époque ne servaient à rien du tout. C'est-à-dire, faites-lui un bilan sanguin comme si c'était rien du tout. Ça n'est pas rien du tout, je l'ai vécu en tant que malade. C'est une agression importante. Et enfin, alors là il faut recommencer notre manœuvre, pardon. Voilà. Et enfin, tous les soins entraînent une certaine totalisation. Alors je résume la totalisation la plus évidente, qui est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Lorsque moi-même blessé, j'ai été hospitalisé, j'avais un pyjama que je trouvais ridicule, moi, mon pyjama, pas le vôtre, et je me suis donc remis en jean et en chemise. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Mais vous voulez partir? Ben non. Et pourquoi vous êtes habillé?
Pourquoi le malade serait en pyjama? Et pourquoi c'est interdit aux enfants de moins de 15 ans? Et pourquoi un malade qui aurait un ami aveugle qui vient de voir avec son chien aveugle, le chien est interdit à l'hôpital? Il est dégoûtant, alors nos chaussures sont dégoûtantes, on devrait venir avec des super chaussures stérilisées. On voit bien qu'il y a une contradiction, et il ne faut jamais oublier, nous les soignants, pardon, je vous laisse manœuvrer la machine, et voilà, il ne faut jamais oublier donc que ce soin s'adresse à une personne humaine qui n'est pas une chose, qui n'est pas un simple animal, le vétérinaire a une certaine responsabilité mais elle est limitée, qui n'est pas une machine, bien qu'on ait tous appris, nous les soignants et les médecins en tête, à décomposer le corps humain en machines respiratoires, cardiologiques, circulatoires, mais c'est une construction intellectuelle, mais qui n'est pas évidemment la réalité. Quand j'ai mal au pied, je ne dis pas je vais très bien, mais alors mon pied a très mal, j'ai mal au pied. Et évidemment, ni à propos d'un organe. Or, quel est l'endroit du bloc où par habitude, et c'est intéressant d'en voir la signification, on a tendance à appeler le malade parce qu'il n'est pas que, faites descendre la cataracte, vous voyez arriver une maladie au bloc, faites descendre le côlon, vous voyez arriver un bout d'intestin au bloc, et en orthopédie c'est encore plus étonnant, faites descendre la prothèse totale de hanche, alors que M. Durand est un arthrosique et qu'il n'a même pas de prothèse de hanche en place. On l'appelle par l'implant qu'on va lui donner. Alors on va voir qu'on fait ça évidemment pour essayer de déshumaniser le malade devant l'agression qu'on lui fait subir. Je rappelle que ces 4 négations proviennent du code de Nuremberg, lorsqu'on a jugé en 1947 non plus les politiques ou les militaires nazis, mais les médecins ou les paramédicaux allemands, qui, sous prétexte de ne pas avoir réalisé ces 4 négations, ont fait n'importe quoi. Alors évidemment, on pourrait dire en simplifiant qu'un soin, chirurgie comprise, n'est un soin que pour autant qu'il est éthique, c'est-à-dire que moi, soignant, j'ai compris que, premièrement, c'est une personne humaine qui est malade. Évidemment, si on opère des gens qui ne sont pas malades, qui n'en ont pas besoin, c'est plus de la chirurgie, c'est de la mutilation, c'est des coups et blessures, qui nécessitent une technicité qu'on doit maîtriser, je l'ai dit, et pour essayer quand même la finalité de faire juste ce qu'il faut. La justesse, c'est un peu la vertu idéale des Grecs, c'était l'adiké, pardon, c'est-à-dire vraiment le menuisier qui fait un tenon, une mortaise qui s'emboîte pile poil, il dit ça rentre juste, c'est juste ce qu'il fallait faire. Alors on peut dire c'est le bien, la bienfaisance, la bienveillance. Là, le problème, le questionnement éthique, c'est qu'il n'y a aucun code qui puisse me dire quel est ce bien. Je dois être à même dans une démarche éthique de m'interroger à chaque cas particulier, est-ce que vraiment il faut l'opérer, est-ce que vraiment il faut lui faire sa toilette, est-ce que vraiment... Et je rappelle au passage qu'un aide-soignant ou un chirurgien qui décide l'un de ne pas faire une toilette, l'autre de ne pas opérer pour le bien du malade, il n'a pas rien fait, il a fait qui un acte d'aide-soignant et qui un acte de chirurgie. D'ailleurs, on paye le chirurgien lorsqu'il me dit qu'il ne faut pas opérer. Donc, dans ce métier, comme dans le métier de soignant, ne pas faire l'acte technique, c'est quand même faire quelque chose. Et on ne peut pas ne pas faire lorsqu'on est un soignant. Et ça a la même valeur, évidemment. Alors, une fois qu'on a dit ça, la chirurgie en particulier, qui est l'objet de notre soirée, elle a une particularité, c'est d'abord une médecine comme toutes les médecines. C'est pas parce qu'elle est chirurgicale qu'elle n'est pas... Le chirurgien est d'abord un médecin. Elle a un opéré qui est très particulier, tellement particulier que le mot lui-même est devenu sélectif de la chirurgie. On dit une opération, je vous rappelle qu'un médecin qui vous examine le ventre, c'est une opération, il fait un opéré. L'opéré, c'est toutes les technicités qu'on peut appliquer à un malade. Mais la chirurgie a une telle place que le mot est devenu un mot chirurgical, on dit c'est une opération. Et évidemment, elle a un environnement technique indispensable. Je peux toujours examiner mon malade en médecine générale, en médecine clinicienne dans la cuisine, etc. Je ne peux pas opérer quelqu'un dans sa cuisine. J'ai besoin d'un bloc, d'un environnement de plus en plus sophistiqué. Et je dirais c'est tant mieux, et en même temps c'est dangereux. Mais c'est quand même tant mieux, il n'est pas question d'être technophobe. Alors si on creuse un peu tout ça, on peut dire que le chirurgien est confronté du coup à 3 défis. Le premier, aucune certitude, comme tous les médecins, de parvenir à son but. C'est jamais garanti. J'avais opéré il y a 35 ans un monsieur qui avait une arthrose du genou. Il fallait l'opérer. J'opérais très bien, merci, je ne suis pas modeste. Et il était d'accord et nous avions une bonne relation humaine. Je l'ai opéré il y a 35 ans, un mercredi. Le samedi à la visite, il allait tellement bien que je lui ai demandé de plier son genou, ce qui pour l'époque était performant. Et comme je le dis dans ma thèse, la différence entre moi et Dieu se rétrécissait de jour en jour. Et il me disait, docteur, c'est merveilleux, etc. Je lui ai dit, ça va tellement bien que vous sortirez sans doute lundi. Sauf qu'il est mort le dimanche, et là on rigole moins, on est fier, mais on est humble. Il est mort d'une malformation des artères de l'intestin grêle,
qui a entraîné un infarctus du mésentère, de l'intestin grêle, qui n'aurait pas eu, qui était indiagnosticable avant qu'on l'opère, mais si je ne l'avais pas opéré, il ne serait pas mort. Tout de suite. Ce qui veut dire que je suis responsable, mais pas coupable, comme dirait l'autre. Et cette responsabilité morale, si j'en parle 35 ans après, c'est qu'elle nous taraude et que c'est le fond de notre métier. Alors ça, c'est le premier, mais c'est valable pour tous les médecins. Il y a en plus, et particulièrement en chirurgie, un impératif d'objectivation du malade pour arriver à lui faire des gestes trop agressifs. Et ça, c'est un grand danger, évidemment, puisque je vais transformer, de manière abstraite, transformer un être humain en un objet de chirurgie, ce qui est évidemment une ineptie complète, mais indispensable, on va le voir. Et évidemment, tension comme la médecine, mais plus encore, puisque le geste technique est agressif, entre l'efficacité et la finalité. L'efficacité, c'est lié à cette technique dont je viens de dire qu'elle est risquée, et la finalité, c'est une personne humaine dont on dit qu'on va la protéger, primum non nocere, et c'est notre devoir éthique que de protéger les malades qui se remettent à nous. En jouant sur les mots, on pourrait dire qu'on fait prendre des risques à une personne qui se met sous notre protection. Et ça nous fait digresser très rapidement, en particulier en chirurgie, mais valablement en médecine, sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, qui est un mot qu'il faut abandonner, puisque si d'un côté je vous dis je vais vous faire du bien, bénéfique, et de l'autre c'est risqué, à moins d'être idiot, vous choisirez le bénéfice. Donc ce n'est pas une question, la question c'est la balance risque-risque. Parce qu'on ne compare pas un risque et son absence, mais on compare deux risques, celui de la pathologie et celui du traitement, qu'on oublie les trois quarts du temps. Celui de la pathologie, il est connu et certain. L'arthrose vous fera mal et progressivement, la nature va vous bloquer l'articulation. Vous n'aurez plus mal, mais vous ne bougerez plus. Le cancer va vous tuer, c'est sûr et certain. Alors, le traitement, évidemment, il est incertain dans ses risques. Il est dangereux, mais il n'est pas trop risqué. C'est une question de pourcentage. On tolère de quelques pourcentages, etc. Et ça ne peut ne pas arriver. Mais il y a un risque. Et je vous rappelle qu'un risque n'est pas une statistique. Pour M. Dupont qui a une hanche infectée ou décellée, si le risque était de 0,5%, pour lui, il est de 100%. Et s'il est mort, c'est encore plus. Enfin, pour lui, la notion de pourcentage ne veut strictement rien dire. Alors, il ne faut jamais l'oublier, évidemment. On compare toujours de risques. La chirurgie, comme la médecine en général, mais elle plus particulièrement, est une technique risquée. Et il faut le dire haut et fort, évidemment, même si la technique a fait des tas de progrès. Alors, maîtrise, je vous l'ai dit, devoir de compétence et responsabilité morale. Être incompétent comme être inhumain n'est pas éthique. Ce n'est pas la peine d'épiloguer, nous le savons. Même si je suis très compétent mais inhumain, ça ne marchera pas aussi bien que si je suis compétent et humain. Alors, les spécificités de la chirurgie, une fois qu'on a dit ces généralités sur la médecine, elles sont de trois ordres. C'est une médecine, elle nécessite le concours d'une anesthésie, et évidemment, vous l'avez très bien dit, elle est transgressive, agressive et sanglante. Alors, on va voir les significations de ces choses-là. Alors, dire que c'est une médecine, je reviens par ce qu'on a dit. La finalité de la médecine, c'est de prendre c'est de la médiation. Hein, l'étymologie le dit bien, le médecin est un médiateur. Il prend quelqu'un qui est dans un état dit de maladie, de mal habiter le monde, pour le rendre bien habiter le monde. Est-ce qu'il y arrive? C'est pas gagné. Quels sont ses moyens? Toute médecine, chirurgie comprise, la technique, ce que les Anglais appellent le cure, et l'humanité qu'on applique toujours, j'ai mis un cœur, qui est le care. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Vous avez des cancéreux qui seront toujours malades d'être cancéreux et qui seront évidemment jamais guéris. Vous avez des arthrosiques qui seront jamais contents d'être arthrosiques. Et vous avez des personnes âgées dépendantes qui seront jamais contentes d'être âgées dépendantes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tout puissants. Le médecin n'est qu'un remédiateur, un remède. C'est-à-dire que celui qui fait le plus gros boulot, c'est le malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être malade en 2 secondes? Et c'est important parce que ça va nous orienter sur la finalité de la médecine. C'est mal habiter le monde. C'est, comme dit Gadamer, être exclu hors de la vie. C'est-à-dire qu'on peut considérer que lorsqu'un état donné me touche, un diabète, un accident, un cancer, la vieillesse, tout ce qu'on veut, qui n'est pas une maladie évidemment, je pourrais me sentir exclu hors de la vie, je pourrais être malade. Je vous rappelle que le mot malade ne touche pas forcément à la santé. C'est bientôt Noël et pour certains, peut-être, vous allez faire un repas de famille avec ce tonton bavard et casse-pied qui va pourrir la soirée et dire « rien que d'y penser, ça me rend malade hein, ». Votre santé va très bien. On voit bien que malade, c'est « j'habite pas bien le monde ». Ce qui veut dire, dans le fond, qu'il faut, les soignants, qu'on sépare bien l'état dans lequel je suis au monde et dans cet état, la possibilité que j'ai d'exister dans le monde. Et il n'y a aucun critère qui puisse me dire
mon état est tel que je ne peux plus exister comme un être humain. Serais-je Vincent Lambert ou serais-je métastatique en fin de vie? Alors la chirurgie s'intéresse évidemment à ces situations de cancéro. Donc c'est pas tant l'état qui ne va pas beaucoup changer. Un diabétique sera toujours diabétique, un cancéreux, une personne âgée, et un paralysé que je suis après mon accident de ski sera toujours paralysé. Mais quelque temps après mon accident, j'étais malade, j'habitais pas bien le monde, mon état est strictement le même, mon bras ne bouge pas et il sent rien, ça n'a pas bougé depuis 15 ans, je ne suis plus du tout malade, tout va bien. On voit bien que ce n'est pas l'état qui compte, c'est dans cet état est-ce que j'ai la possibilité de continuer à être un être humain, et c'est la finalité de la médecine, y compris donc de la chirurgie. Et alors si je traite un être humain simplement pour lui permettre de vivre comme un poisson rouge, je change l'eau, je mets des graines, on pourrait dire en EHPAD, je m'occupe des personnes âgées dépendantes, ils sont dans un lieu magnifique où c'est pas cher, donc très loin de la ville, c'est tout peint en verre vomi, tout est magnifique, mais il n'y a rien à faire, il y a la fête à Neuneu le mercredi avec Tony et Josie. Étonnons-nous qu'ils aient qu'une envie, c'est d'en finir. Parce qu'on leur permet de vivre, certes, mais on les empêche d'exister. L'existence, c'est le sens de la vie humaine, c'est le fait de voir des gens, etc., etc. Et alors, ça c'est la première chose, et en plus, la chirurgie, dans ce domaine, s'occupe du corps. Hein, évidemment, le chirurgien touche le corps. Alors, c'est donc un médecin particulier. Il agit, l'étymologie le dit, à l'aide de ses mains. Il y a, même s'il y a un robot, au bout du robot, il y a quand même les mains du chirurgien. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura une intelligence artificielle, je ne crois pas trop, mais bon, l'avenir nous le dira. C'est ce que Michel Henry appelait la corps-proprioception. Il s'approprie quelque part le corps de son opéré pour faire chair avec lui. Alors ça fait un peu grandiloquent, mais je me rappelle dans mon activité, et j'ai opéré une trentaine d'années, je me rappelle que inconsciemment, devant chaque opéré, je touchais ou leurs cuisses, ou leurs fesses, ou leur ventre, en tapant, alors qu'ils dormaient, comme si c'était je te serre la main, je te touche. Qu'est-ce qu'on fait nous les êtres humains quand on a des relations humaines? On se fait des bisous, on ne se fait même pas un bisou, on se touche la joue. Hein. On fait semblant de s'embrasser, mais on se touche la joue. On se serre les mains. On est dans une relation charnelle, évidemment. Et son action est immédiate. Une fois que vous avez coupé une artère ou coupé une hanche, vous ne pouvez pas dire zut, on passe le film à l'envers. Une fois que c'est coupé, le corps est abordé directement. Alors le corps, c'est la réunion de l'intimité et de la pudeur, ce qui nous fait être un être humain. Je vous rappelle que l'animal vit dans l'état de nature. Les animaux sont à plumes, à poils ou à écailles. Aucun être humain, sauf le caniche à sa mémère, aucun être humain n'est complètement tout nu. Les aborigènes australiens sont tatoués et bijoutés. L'être humain a des habits, il habite le monde, il cache sa nature, et les habits changent dans le temps et dans l'espace. C'est ça, exister. Nous avons des habitations qui changent dans le temps et dans l'espace, quand les animaux ont toujours les mêmes habitations, ou le même terrier, ou rien du tout d'ailleurs. La pudeur, comme disait Max Scheler, est le premier sentiment moral. Et évidemment, comme en chirurgie on s'intéresse au corps nu, on ne va pas opérer des gens en costume ou en hermine comme Louis XIV, donc on touche à la nudité, c'est-à-dire à la pudeur. Et toucher à la pudeur, c'est déshumaniser quelqu'un. Les tortionnaires de tous les temps l'ont bien compris, tout le monde à poil, on oublie le nom, et on décrète, pour faire croire que vous n'êtes plus un être humain, que vous êtes un cafard, un sous-homme, une vermine. Donc j'essaie de vous déshumaniser en vous ramenant à votre nature. D'ailleurs, de manière triviale, lorsqu'on insulte quelqu'un, on veut le ramener à son état naturel, on dit que c'est un merdeux, un connard, un pisseux, on le ramène à ses orifices naturels. Et j'en passe, on ne va pas quand même parler trivialement lors de ce séminaire. Alors comme dit très bien Eric Fiat, la pudeur c'est l'esprit qui rougit du corps, c'est cette gêne émouvante lorsque l'homme éprouve qu'il est à la fois un esprit et un corps. Et combien de fois, de manière banale, j'ai déshabillé des malades sans m'en apercevoir. Lorsque j'ai moi-même été malade, j'ai compris la maltraitance et l'humiliation que nous font subir une mise à nu, alors qu'on n'est ni exhibitionniste ni pudibond. Je l'ai vécu dans ma chair, c'est-à-dire que oui, déshabiller un malade, ça n'est pas banal, et je dis toujours aux soignants, ne dites pas « j'ai l'habitude, ça ne me fait rien », mais dites au malade, je comprends que ce soit très gênant pour vous, et je vais essayer de le faire avec le plus de délicatesse possible. On remet une relation humaine. Alors bon, on sait que le corps, ai-je mon corps, n'ai-je pas mon corps, c'est la honte, c'est bien ce que dit Eric Fiat qui est le plus important. Alors ça, c'est le corps. Il y a aussi l'anesthésie, qui est vécue comme un vol de conscience. Alors je crois que c'est un abus de langage, puisque lorsqu'on est anesthésié, on n'a pas perdu conscience, on est dans une conscience ailleurs.
Vincent Lambert n'était pas inconscient, il était quelque part, je ne sais pas où, et personne ne le sait. Et son EEG était actif. Ce qui veut dire que, vous savez, si l'EEG est plat, ça s'appelle un cadavre. Donc celui qu'on pourrait appeler inconscient, c'est un cadavre. Quand vous êtes anesthésié, vous n'avez plus la notion du temps qui est passé pendant que vous étiez anesthésié, je l'ai vécu, ce qui est très étonnant, entre le moment où on vous pique et le moment où on vous réveille, le temps n'a plus existé, vous n'étiez pas là, mais vous étiez quelque part, vous n'étiez pas inconscient. C'est des jeux de mots, mais c'est important. Le malade est paralysé insensible, pense-t-il encore? La réponse est oui, il pense. Mais qu'est-ce qu'il pense et comment il pense? Nul ne le sait. Évidemment, son corps n'est pas un objet, puisque paralysé insensible, on pourrait dire, il n'est plus là. Il est ailleurs. Non, il est toujours là. Alors on se rappelle ce que disait Aristote, il avait séparé artificiellement notre âme en raisonnable, en animal sensitive et en végétal pour fonctionner. Évidemment, on pourrait dire, il a perdu la tête, ça n'est plus qu'une bête ou c'est un légume. Évidemment que non, Vincent Lambert y compris avait toujours ce qu'on appelle un logos, une pensée tout à fait différente sans doute de la nôtre, mais il était toujours un être humain, au moins en puissance. On ne peut pas lui enlever son humanité. Alors que c'est un des méfaits de la chirurgie, c'est que comme le malade, du moins jusqu'à maintenant, de moins en moins, il est complètement endormi. Comme il est endormi, qu'il n'est pas là, qu'il ne bouge pas, automatiquement, ça devient un tas de viande. Et là, c'est rassurant, on peut y aller. Tandis que si M. Dupont, quand vous le touchez, dit « Ah, j'ai honte », ou c'est autre chose. Donc cette anesthésie, évidemment, rajoute à de l'objectivation, on va le voir. Alors le chirurgien, c'est un technicien aussi, je l'ai dit, il faut qu'il ait une grande technique, mais sa technicité n'est qu'un moyen. Il est indispensable, absolument nécessaire, mais c'est dangereux, c'est-à-dire que souvent, le moyen est pris pour la fin, et on considère, et jusqu'à il y a quelques années, dans ma spécialité en orthopédie, qui est déjà une spécialité de la chirurgie, il y a la chirurgie du ventre, qu'on appelle molle, la chirurgie des os, la chirurgie des vaisseaux, la chirurgie des nerfs, enfin, neurologie. Déjà, on a divisé en spécificité organique. Mais il y avait une spécialité qui, heureusement, s'est étiolée, c'était le chirurgien arthroscopeur. C'est-à-dire que c'est même plus un spécialiste de tel ou tel organe, c'est un spécialiste de telle ou telle technique. Il fait des arthroscopies, alors ça s'est étiolé, mais ça a un peu existé pendant quelques années. Il y avait un chirurgien assez connu qui était le spécialiste des arthroscopies, du genou, de la hanche, ce qui est quand même, ça va loin, quoi. C'est vraiment une objectivation ahurissante. On devient spécialiste d'une technique. Le radiologue l'est déjà un peu, mais c'est compliqué. Et la radiologie, on n'en parle pas, mais c'est compliqué. Alors le chirurgien qui quand même rentre dans le corps, c'est autre chose. Alors la technique, c'est bien faire, donc grande rigueur, et là où nous voulons venir, ça nécessite l'objectivation du patient. Le danger, c'est la réduction de l'opération en opération, sa déshumanisation. Je vous rappelle, et je vous l'ai dit, que tous les tortionnaires de tous les temps, pour se débarrasser de la gêne qu'il y a de torturer un être humain, ce qui prouve bien que les tortionnaires sont eux-mêmes, hélas, des êtres humains, à part entière, eh bien, ils ont décidé de les objectiver, de dire ça n'est plus un être humain. Alors, peut-on objectiver une personne? J'aime bien ce tableau de Rembrandt qui est la leçon du docteur Tulpe, qu'on ne voit pas bien. Rembrandt avait 28 ans, le docteur Tulpe fait une leçon d'anatomie, et Rembrandt a dessiné, a peint le cadavre de manière lumineuse. Et donc on le regarde, et on voit qu'il est parfaitement adapté à la séance d'anatomie, puisqu'on s'intéresse aux tendons de l'avant-bras qui font bouger les doigts. Et le docteur Tulpe, en montrant des tendons, fait bouger ses doigts sur notre main. Donc ce cadavre est parfaitement adapté. Or on est au XVIIIe siècle, il n'y a pas de réfrigérateur, et il est bien frais. Ça veut dire que le docteur Tulpe appelait le juge Marcantino, ou faisait appeler, en disant « Il me faudrait pour demain un beau cadavre, est-ce que tu as ça en magasin ?» Et le juge Marcantino allait voir à la prison s'il avait un prisonnier vivant, donc dans un garde-manger, s'il y avait le personne adaptée. C'était un voleur de pommes, c'est pour ça qu'il y a une chanson de voleur de pommes. Donc on a pendu cet homme 1 heure avant, parce qu'il était parfaitement adapté. Aujourd'hui en Chine, si vous avez besoin d'un rein, le directeur de la prison, et si vous êtes membre du parti en plus, c'est vrai, le directeur de la prison va voir dans le garde-manger des condamnés à mort s'il y a celui qui correspond à votre truc, et on le vivisèque. On l'endort, et on lui prend tout ce qu'il y a à prendre, évidemment, il est mort. C'est comme ça qu'on exécute les condamnés. Donc on les garde au garde-manger, c'est horrible. C'est horrible. Alors on se rappelle que Husserl l'avait dit, et la langue allemande en parle bien, qu'il y a 2 corps du point de vue définition des mots. Le corps à la disposition du sujet, le corps organique, en allemand l'organische Körper,
Et le corps investi, c'est le corps objet de la science, c'est le corps investi qui, au contraire, c'est notre chair, c'est le Leibenkörper, qui appartient en propre au sujet, et c'est pour ça, je le répète, que quand j'ai mal au pied, je dis j'ai mal au pied, mais je ne dis pas le bout de mon corps qui est au pied, lui il a mal, mais moi tout va bien. On voit bien qu'on est investi, mais on est obligé en chirurgie de s'intéresser au corps physique, tout en sachant qu'il y a un corps investi dessous. C'est une schizophrénie qui est complexe et qui explique la mégalomanie, on va le voir. Alors pourrait-on pas objectiver, si vous montrez ces photos à des jeunes étudiants, ils partent en courant ou en vomissant, et comme disait le riche, évidemment que c'est angoissant, donc il faut évidemment se blinder pour arriver à ne pas être trop sensible, et la preuve de ce danger de sensibilité, en général, un chirurgien ne peut pas faire des gestes agressifs à quelqu'un avec qui il a des relations affectives fortes. J'ai jamais pu réparer le doigt de ma fille qui s'était blessée en bateau, parce que c'était pas un doigt, c'était le doigt de ma fille. Donc on voit bien que il y a besoin de prendre de la distance, sinon on risque d'être inefficace, et le malade, ce qu'il a envie, c'est quand même qu'on lui répare sa jambe. Hein. C'est pas qu'on vomisse ou qu'on tombe dans les pommes. Donc on voit bien que l'objectivation est nécessaire, mais pour autant, donc elle est nécessaire, c'est très bien d'objectiver, pour autant c'est une abstraction. Alors par analogie, vous savez que la perspective dans les tableaux est revenue à la Renaissance, mais on voit bien sur ce tableau que c'est une abstraction, puisqu'on peut dessiner tout ce qu'on veut en fausse perspective, hein, des illusions d'optique, puisque le point de fuite est à l'extérieur du tableau. Si vous voulez mettre en 2 dimensions ce qui en réalité est en 3 dimensions, c'est impossible. Donc il faut faire une acrobatie intellectuelle. Et c'était au moment de la Renaissance où on a commencé à comprendre qu'on était seul au monde. Hein. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie, disait Pascal, après la découverte de la perte du géocentrisme pour l'héliocentrisme. Et donc, dans le fond, c'est un aménagement d'un nouveau monde imaginaire. On s'invente une perspective sur les tableaux, etc., comme disait Arras. Hein. Alors, l'oubli de cette abstraction est dangereux. Et je dis, et j'ai réfléchi dans ma thèse, j'ai donné beaucoup d'exemples, il faut objectiver ponctuellement. En philosophie, on appelle ça une époquée. À un moment donné du geste, quand il est trop agressif, je m'isole du monde, c'est un tas de viande et je sais le faire, mais tout de suite, après, je redeviens un être humain avec un être humain, et avant, je le suis aussi. Mais c'est tellement confortable et facile d'objectiver que on se dit, après tout, continuons à être objectifs. Et dans le fond, je deviens le seul sujet d'un monde rempli d'objets. Et quand je suis le seul sujet d'un monde rempli d'objets, ça s'appelle être Dieu. Et donc, ça vous pend au nez. Ça pend au nez au chirurgien, évidemment, de se prendre pour Dieu. Alors, d'autant plus que, et la société humaine, et il faut relire René Girard pour la violence est quelque chose qui est dangereux pour toutes les sociétés humaines, puisque ça amène la bagarre, le chaos, la barbarie, et surtout la dissolution de la société. Alors, la société humaine s'en est toujours protégée. Et on voit bien déjà, pour notre histoire occidentale, qu'il y a une longue interdiction d'ouvrir les cadavres, par exemple. C'est bizarre, parce qu'après tout, et on va le voir. Alors la dimension violente de la chirurgie, elle s'illustre dans son agression, sa transgression, vous l'avez bien dit, et son côté sanglant. Alors rapidement dit, l'agressivité, c'est pas la peine de le dire, comme disait le riche, le caractère trempé de ces âmes valeureuses. Mais rien que de dire ça, ça stimule la mégalomanie. Mais c'est vrai pour autant. C'est vrai pour autant. Moi, j'avais connu des collègues tout à fait compétents, très intelligents, très brillants, mais qui n'arrivaient pas, ils étaient paniqués au bloc, c'était pas possible. On transpire, on a toujours besoin de 1000 objets, ça marche jamais. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont tellement angoissés de faire un geste agressif qu'ils n'y arrivent pas. Et il n'y a aucun mépris pour ça. Donc oui, il faut au moins s'habituer à être un peu blindé, comme on dit. Il n'y a pas de petite chirurgie, et tout acte chirurgical touche à l'être en entier de l'opéré. Hein, en touchant un doigt de pied, on touche à l'être de l'opéré. J'ai des exemples, mais on en parlera peut-être. Alors, l'être de l'opéré, l'opéré, il est confronté à l'absurdité de sa maladie, il est confronté à l'angoisse de sa mort, évidemment, et il est confronté, je l'ai dit, à l'agressivité du soin, en particulier la chirurgie. Alors, l'intervention comme une absurdité, Camus disait que l'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. Eh bien, il n'y a aucune explication scientifique qui puisse m'enlever cette absurdité de faire du ski, d'avoir un bras paralysé, d'attraper le cancer, c'est une absurdité, la vie est une absurdité, mais c'est pour ça, nous dit Camus, qu'il faut essayer de lui donner du sens. Hein. Dans le mythe de Sisyphe, il le dit très bien, évidemment. Alors, l'intervention comme une angoisse, évidemment, ça rajoute à notre angoisse existentielle. Hein.
comme dit Platon, la morsure que le néant fait à notre âme, elle s'accentue dès qu'on est au milieu des blouses blanches, et en particulier au bloc. Alors je ne le savais pas autant que ça. Quand j'ai été moi-même opéré, réanimé, opéré plusieurs fois, je suis donc allé au bloc sur un brancard en voyant le plafond du bloc opératoire. Mais c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. Vous êtes tout nu déjà, angoissant. Vous êtes allongé, complètement soumis à toutes sortes de gens, et j'étais plutôt un VIP, donc Monsieur Lambda, n'en parlons pas. Et vous voyez un monde de cialytique. Vous êtes dans un autre monde. L'angoisse s'accentue, c'est une évidence. Alors tout acte chirurgical, il y a l'anesthésie, la douleur et la complication possible jusqu'à la mort. Et le malade, il le sait. Il a d'ailleurs beaucoup plus peur de l'anesthésie parce qu'il a abandon de conscience, il est complètement soumis, alors qu'en réalité, les risques d'anesthésie sont tout petits par rapport au risque de la chirurgie elle-même. Mais c'est comme ça, et c'est significatif. Alors on peut dire que l'angoisse, elle est bénéfique pour le chirurgien, elle peut être paralysante, hein, on peut pathologiser, alors on n'a pas le temps de se détendre là-dessus, mais par exemple, pendant la grossesse, l'obstétricien a tendance à transmettre son angoisse à la parturiente. Alors c'est d'autant plus horrible que la parturiente, elle ne peut rien faire. Imaginons que je suis en train d'opérer une hanche et que je suis, ce qui est la réalité, à 5 mm de l'artère fémorale. Est-ce que je dis à l'anesthésie, attends 2 minutes, je vais voir la famille, je suis à 5 mm de l'artère fémorale, je vais essayer de ne pas la couper. Bon courage. C'est mon problème, c'est pas le leur. Donc je ne peux pas renvoyer cette angoisse sur celui qui ne peut rien faire. Nous, en chirurgie, on ne peut pas le faire, donc ce qui fait ses caractères trempés, comme disait le riche, et cette angoisse qui est bénéfique. Mais si je la renvoie à la parturiente, alors là, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle part avec son bébé, on fera une écho dans 3 mois, peut-être qu'il est mal fichu, je vous dirai d'intro. Quelle angoisse, c'est horrible, hein, pardon. Hein. Leslie, vous êtes une femme, vous devez le deviner plus que nous. Donc le courage chirurgical, comme dit Anne Lorbock, une amie en philo, la sublimation, comme la transformation des pulsions inférieures, j'ai trop peur, en pulsions supérieures, j'ai la charge de m'occuper d'un malade, etc., etc. Alors, quid de la confiance? Je crois que c'est évident, en chirurgie encore plus qu'ailleurs, le malade, il est soumis à cette confiance, sinon il ne serait pas là. C'est-à-dire, je crois en quelque chose qui n'est pas tout à fait certain, cum fides. Hein. Évidemment, je ne suis pas certain que la hanche, ça va marcher, enfin, je veux bien y croire, mais quand même, j'espère, tout en y croyant, que si ça se passe bien, ils me feront plutôt plus de bien que de mal. Mais je sais qu'ils vont me faire du mal. Ils vont m'opérer, ils vont m'hospitaliser, ils vont me déshabiller, etc., etc. Hein, aucun réfrigérateur ne saurait faire confiance à son frigoriste, ne l'oublions pas. C'est donc une preuve d'humanité que nous renvoie le patient et que souvent l'objecteur en chef oublie complètement puisqu'il n'y a plus de malade en face. Alors, la chirurgie est transgressive. Hein, article 16 du Code civil, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, sauf en cas de nécessité médicale. On oublie que nous sommes les seuls, en dehors de l'État dans sa violence légitime, à avoir le droit de transpercer la peau et de faire saigner. C'est une transgression dans toutes les sociétés humaines, évidemment. Ça n'est pas banal, on ne peut pas et on ne doit pas le banaliser. Alors, inviolabilité du corps humain. Ce qui se voit dans toutes les histoires humaines, y compris des cadavres. Je vous rappelle qu'en Égypte, les embaumeurs, les parachistes, ils le faisaient, ils avaient l'autorisation exceptionnelle, mais il fallait qu'ils s'enfuient par la porte dérobée, parce qu'assez souvent, on les lapidait, parce qu'ils avaient mis les mains dans un cadavre. Et ils ont permis d'ailleurs des progrès chirurgicaux avec le catgut, etc., mais peu importe. Et on voit bien que les premières dissections ont eu lieu que vers le 15e, 16e siècle, dans des conditions très organisées, très théâtrales, etc. Alors, le caractère transgressif, c'est signe de violence, évidemment. Hein. La violence légitime de l'État, jusqu'au bourreau, il n'y en a plus, donc maintenant c'est la police, et la violence, l'État aussi, et le soignant, qu'on pourrait comparer à la violence illégitime du criminel ou du salaud. Alors évidemment, on n'est ni criminel ni violeur, mais pour autant, notre geste est transgressif de la même manière. D'un côté, c'est légitime, de l'autre, ça ne l'est pas, mais ce n'est pas parce que c'est légitime que je dois tout me permettre. Alors, du coup, et c'est réuni, le rapport au sang est évident, hein, c'est pas la peine d'en parler, dès qu'il y a un bistouri, dès qu'il y a une effraction de la barrière cutanée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le sang a toujours un statut particulier, hein, il a longtemps été impur, hein, l'histoire des barbiers et des médecins. Il a longtemps été dans notre civilisation imprégnée de christianisme, le sang du Christ, etc. Le sang des règles, le sang du cadavre. Donc le sang a toujours eu, et vous me disiez qu'il y a eu Marie-Christine
qui vous en a parlé, qui a dû vous parler de toute la symbolique de cette affaire, évidemment. Donc toucher au sang, c'est pas anodin. Je vous rappelle que les chirurgiens dont les ancêtres étaient les barbiers, ceux qui coupaient la barbe, et qui eux savaient mettre les mains dans le sang, les médecins ne mettaient pas les mains dans le sang, et Louis XIV a été sauvé par son barbier Félix, qui a réussi à lui corriger sa fistule anale. Du coup, Louis XIV a dit, mais il faut que les barbiers soient des médecins. Il a fallu encore 200 ans pour que les chirurgiens soient acceptés comme étant des médecins. Donc il y a toujours une petite rivalité qui est liée à cette affaire. Le sang est impur, longtemps conservé aux incultes barbiers, et ou aux personnages troubles comme le bourreau, évidemment. Et le sang est signe de violence. La tauromachie, c'est à la fois intéressant et répulsif, et évidemment, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, la dernière exécution capitale, c'était une horreur. Il y a donc attraction-répulsion. On le voit très bien lorsque, sur un côté de l'autoroute, il y a un accident et que les gens s'arrêtent, parce que c'est dégoûtant et attirant. Le sang, il faut relire René Girard pour ça, c'est important. Et le chirurgien qui est là-dedans prend un rôle encore plus trouble et encore plus important. Il est sacré et maudit en même temps. Alors le sang est pourtant signe de vie. Il y a ce paradoxe dans le sang. Alors la signification de tout ça, le chirurgien a une dimension sacrificielle et qui s'exprime par son rituel. Puisque, en disant rapidement, puisque je suis transgressif, agressif et que je touche au sang, il y a un côté sacré. Sacré, le sacrifice. La première illustration de ça, c'est que la dimension sacrificielle de la chirurgie, elle est évidente. Les premières prothèses de hanche en 1890, c'était de l'ivoire fixé au plâtre, bon courage. Quelque temps après, c'était du métal-métal, mais très rudimentaire, échec à 1 an. Et Cocorico, en 1946, les frères Judet ont réalisé la première prothèse. Ça a duré 4 heures, et la durée de vie de cette prothèse a été de moins de 2 ans. Aujourd'hui, n'importe quel chirurgien bien formé opère en 1 heure, vive la technique, et les résultats sont en général excellents. Il a bien fallu sacrifier quelques malades. Rendre sacré, sacer fecit. Alors c'est horrible, mais la chirurgie est toujours un artisanat. Ambroise Paré a compris qu'il valait mieux ligaturer l'artère que cautériser le moignon, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les infections à l'époque. La cautérisation évitait qu'il y ait des infections. Mais quand le coagulum tombait, évidemment, le malade mourait d'hémorragie. Mais il n'était pas infecté. Avec la ligature, il y a eu plus d'infections. Il y a toujours un progrès, entraîne toujours un revers. Alors la chirurgie a une dimension sacrificielle, c'est une évidence. Et que dévoile le rituel de l'acte, qu'on est en plein domaine sacré, avec ce que je viens de dire. Le bloc opératoire est sanctuarisé, il est sacré, d'ailleurs il y a un digicode, on n'y rentre pas comme ça, beaucoup plus. Et pour la petite histoire, avec la loi de 1905, la chapelle des hôpitaux qui était avant liée à la religion est en général devenue le bloc. C'est la chapelle qui est devenue le bloc. C'est étonnant, la chapelle n'est pas devenue la morgue, le bloc. C'est étonnant. C'est significatif. Les habits, alors je pense qu'aussi Marie-Christine nous en a parlé, les habits, alors les sabots, les habits, le chirurgien qui sort du bloc en sabot, c'est tout à fait, c'est important, il est haut, il a un pimpon, il est quelqu'un. S'il sortait en surchaussure avec du sang, ça serait pas bien. Je suis allé au Canada il y a longtemps, où des collègues canadiens faisaient beaucoup de chirurgie orthopédique, ils étaient avec leur basket à l'américaine, avec une surchaussure en papier mou. Je dis, mais quand même, vous êtes au fin fond du truc et vous n'avez pas de sabots. Alors ils ont rigolé, ils ont dit, vous avez des sabots. Bah oui. Et vous sortez jamais du bloc en sabots. C'est-à-dire qu'on sort tout le temps du bloc en sabots. Parce que ça n'est pas choquant d'être en dehors du bloc en sabots, je dirais même ça en rajoute. Et quand vous rentrez au bloc en sabots, même s'ils sont sales, ça se voit pas, c'est pas choquant. Tandis qu'il nous disait, si nous on sort en basket avec la surchaussure pleine de sang, on est ridicule à l'extérieur du bloc. Et si on rentre au bloc en basket, on est ridicule. Donc on met une surchaussure, donc du point de vue asepsie, c'est 10 fois mieux. Mais il n'y a plus le rituel, l'image, et j'en passe. Alors la désacralisation du corps humain, et on a compris qu'à travers ce rituel, la proximité avec Dieu n'est pas loin, évidemment. Et la preuve, l'acte chirurgical comme une violence ritualisée, si vous faites voir ça à un martien, il va vous dire, mais dans le fond, vous êtes en train de faire un sacrifice humain comme on faisait avant. Ça ressemble beaucoup. Il y a le grand prêtre, on lui met les gants, tout le monde est à côté de lui. Enfin, il y a un rituel qui est sacrificiel. La violence, toujours affaire au sacré. Et la sacralisation, la preuve, on a connu dans les années 67 le beau Chris Bernard, un beau playboy, brillant, chirurgien tout à fait compétent
Afrique du Sud, qui a réalisé la première transplantation cardiaque. Le malade a survécu 17 jours et il avait déjà essayé en mettant des cœurs de chimpanzés sur des noirs. Ça ne marchait pas. Et Chris Barnard, grand chirurgien, mais piètre scientifique. Le vrai père de la transplantation cardiaque, c'est Shumway. On ne le connaît pas. Et 10 ans avant, en France, on avait fait Cocorico, la première transplantation rénale. 57, mais ça sent le pipi, c'est dégoûtant. Donc un berger, personne ne le connaît, ou plus personne ne le connaît. Et l'autre caricature, c'est évidemment Lantieri et Duvauchel qui ont fait la première greffe de visage à cette malheureuse Isabelle Dinoir. Vous voyez la greffe à gauche, vous voyez le visage qu'elle avait avant. Je vous rappelle que cette jeune femme était dépressive, suicidaire, et que c'est son chien qui lui a mangé le visage pendant qu'elle était en TS. Donc le problème de cette femme, c'était évidemment psychiatrique numéro 1. Et qu'ont dit les chirurgiens qui lui ont greffé ce visage de cadavre, et tant mieux qu'il l'ait fait, attention, pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais soyons humbles. D'autant qu'elle disait, elle est morte maintenant, je ne me reconnais plus, je ne suis plus qui je suis. On peut la comprendre. Mais eux, le lendemain, dans le Libération, voilà que nous avons fait un geste artistique et que nous sommes devenus des stars. Là, on dit, il y a un boulon qui a claqué là. Je ne suis pas loin de Dieu. Je me moque d'eux, mais c'est très confraternel, pardon. Donc le danger, évidemment, risque de toute puissance. Et quand je suis toute puissance, je suis Dieu. Les limites, c'est donc l'antinomie entre l'exigence de ma maîtrise technique qui m'oblige à objectiver le malade et la conscience d'une personne humaine qui m'oblige à cette responsabilité morale. Et il faut libérer métaphysiquement le chirurgien. Comment faire ? Eh bien, la responsabilité morale, comme disait Paul Valéry, le corps est la personne qui est sacrée. Vous touchez au corps, vous touchez à la personne, vous touchez au sacré. Ou au contraire, comme disait Tristan Gelhardt, il n'y a rien dans la personne humaine de sacré. Donc, pour Tristan Gelhardt, un malade comme Vincent Lambert en coma non relationnel, c'est un réservoir d'organes, c'est plus un être humain. Là, on commence à dériver. Alors, le positif, progrès de la technique, on fait des progrès, évidemment, les gueules cassées, les prothèses de hanches, de genoux. Merci au progrès de la technique qui sert la médecine, ça s'appelle de la médicalisation. La chirurgie se sert de la technique. Claudia Mitchell, amputation traumatique de bras, on lui met une prothèse bio-électronique. Elle peut aujourd'hui attraper un gobelet en plastique sans l'écraser et prendre un œuf sans le casser. On va lui mettre, ou on l'a peut-être mis, une peau en silicone. Claudia Mitchell est un cyborg. Merci la technique, il n'y a rien à dire. Leslie Brock non plus. Oscar Pistorius, petit problème. Il était agénésie congénitale de tibia. Grâce à la technique, on lui met des implants dans les tibias. Il a des chaussures qu'il peut changer. Il postule aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il est refusé parce que les invalides disent qu'il court trop vite. Est-ce qu'on lui a rendu service? Il postule donc aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, où là, les valides disent « on prend avec nous, c'est pas grave, il est invalide le pauvre, sauf qu'il court plus vite que tout le monde ». Il a fini second, est-ce qu'il a fait exprès? Et quand il est revenu en Afrique du Sud, il a tué sa femme, il est maintenant en prison. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'on a fait autant de bien que ça à Oscar, de le faire courir trop vite? C'est la question du transhumanisme. On est en plein dedans. À quoi ça sert de courir plus vite que tout le monde? Il n'y a plus de compétition. Vous n'avez qu'à lui donner la médaille d'or d'emblée. Donc ça change la donne. Mais on peut dire que c'est encore bien. Par contre, lorsque la médecine ou la chirurgie se sert de la technique, évidemment, comme disait Descartes, on devient comme maître et possesseur du corps humain. Heureusement que c'est comme, quand même. Oubli complet de l'humanité. Et je vous montre l'exemple de ce chanteur Michael Jackson, évidemment, qu'on a transformé en tout et n'importe quoi, avec des psychotropes, de la chirurgie, tout ce qu'on veut. C'était quand même un être humain. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un être humain. On n'a pas à le traiter comme ça. Et le pire, c'est Marc Dolan, qui voulait devenir un chat, Catman. Il est mort maintenant. Il y a soi-disant un chirurgien, soi-disant un anesthésiste, soi-disant un infirmier, à qui j'enlève tous ces mots. Je dis, il y a un technicien de bistouri, un technicien du gaz et une technicienne des pansements qui sont venus pour le transformer en chat comme ils voulaient. On est dans de la folie, dans la barbarie. C'est pas un déguisement, c'est vraiment... Et on devait lui faire, avant qu'il meure, une chirurgie ophtalmo pour entraîner une mydriase des yeux pour qu'il ressemble à un chat. Bon, là on est, à mon avis, c'est plus de la chirurgie. On est dans de l'extra-médicalité et de l'extra-chirurgicalité. Alors évidemment, il y a des... Où est le curseur? Je ne lance pas du tout la pierre à mes collègues plasticiens, mais lorsqu'ils deviennent esthéticiens, oui.
Où est la limite? Où est la limite? Cette dame, c'est elle qui voulait qu'on montre sa photo, la dame un peu abîmée, en disant, ben oui, j'ai eu tort. Mais elle a eu tort, mais il y a quelqu'un qui a eu tort aussi. À partir d'où on s'arrête? La vieillesse est inéluctable, etc., etc. Alors on peut dire que, comme dans cette courte et longue intervention, que je n'ai pas trop détaillée, j'espère pas avoir été trop long, Hannah Arendt disait qu'évidemment, le mal, c'est l'absence de pensée. Si je ne pense pas ce que je fais, je vais dériver et je vais me laisser prendre, en l'occurrence en chirurgie, par ce côté rituelique, sacré et objectivant. Donc je vais me prendre pour Dieu, donc je vais faire tout et n'importe quoi, et je vais maltraiter les gens, ça va mal finir. Le mal, c'est l'absence de réflexion. Évidemment, ce que peut faire la chirurgie n'a rien à voir avec ce que doit faire le chirurgien. Et comme disait Castoriadis, qui était marxiste, il n'y a pas de théologie là-dedans, une société montre son degré de civilisation par sa capacité de s'auto-limiter. Eh bien oui, il y a des choses qu'on sait faire, qu'on ne doit pas faire. Le débat sur la GPA, le débat sur... il y a 1000 choses qui sont en plein dedans. Je n'ouvre pas la porte de cette polémique. Et comme disait aussi Paul Claudel, si on veut régler le problème par des lois de tous les côtés, on va faire des lois qui deviennent épouvantables. Si on prend l'exemple de la prévention du cancer du côlon, il faut manger 5 fruits et 5 légumes tous les jours. Merci du conseil. Heureusement qu'il n'y a pas la brigade anti-cancer du côlon qui nous attend à la sortie du restaurant et qui nous demande la carte d'alimentation. Pour nous mettre en prison, on serait dans un monde, comme dit Claudel, au fond de l'abîme, un monde de fous, un monde de... La médicalisation à outrance du monde totalise le monde. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, évidemment, l'équilibre est difficile. Nécessité d'objectivation pour efficacité et respect de la personne humaine qui est la seule finalité de la médecine et de la chirurgie en particulier. Rendre quelqu'un malade, non malade, avec ma technique si ça peut l'aider. La chirurgie est éthique ou n'est pas. Et quand elle ressemble à de la chirurgie, ça n'est plus de la chirurgie. Et alors je terminerai cette longue conclusion, le travail en équipe. Le chirurgien, même pour une indication soi-disant banale, je donnais l'exemple l'indication d'une arthroplastie de hanche chez une dame grabataire qu'on a découvert en EHPAD 3 semaines après une supposée chute avec fracture, qui souffrait plus ou moins, mais pas plus qu'avant, complètement trouble neurocognitif et qui est tout le temps alité. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller lui mettre une prothèse? Le chirurgien, il a autant de poids que l'aide-soignant ou l'infirmier. Il n'y a pas que lui, il a le poids de la technique. Mais le poids de l'indication, il est intéressant d'en parler tous ensemble. Et plus on discute en équipe, mieux c'est évidemment. C'est une personne humaine, c'est une relation entre deux personnes. Ni technophobe, ni scientifique, la chirurgie est technique et scientifique malgré cette dimension. Et il faut se rappeler la phrase de Kant, « Agis de telle manière que tu traites l'humanité », cette chose qui est plus grande que les apparences physiques, morales ou même sociales, l'humanité de chacun, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout homme. Dans ta personne, tu n'es pas Dieu, et dans la personne de l'autre, c'est une chose, un être, c'est pas une chose sacrée. Voilà, je vous remercie et je vous donne le port de Marseille. Voilà, on peut couper le diaporama si vous voulez. Et bien sur cette magnifique photo, merci beaucoup Michel pour votre intervention, pour toutes les anecdotes, témoignages personnels aussi qui l'ont émaillé et qui je trouve lui donnent beaucoup de chair. Et bien sans plus attendre, on va donner désormais la parole à Leslie Lépron pour une deuxième intervention avant de laisser la place aux questions. Leslie, c'est à vous. Et pour les participants qui nous ont rejoints, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, d'allumer votre vidéo, ce qui nous permettra de vous voir même en miniature. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à Michel. Je pense que du coup les propos de Michel vont me permettre de pouvoir entrer pleinement dans le sujet parce que j'ai également travaillé sur la transgression des chirurgiens, mais du côté de la gestion, étant donné que j'ai réalisé une thèse en sciences de gestion. Et en fait, moi, ma recherche partait du constat que malgré l'incitation à la performance tant en matière de coût que de qualité des soins, justement la qualité et
la sécurité des soins, leur niveau était insuffisant dans les hôpitaux comparé à d'autres activités qu'on peut considérer comme étant complexes. Je pense ici à l'aviation civile ou bien à l'industrie nucléaire. Donc, à titre d'exemple, on peut citer un nombre d'événements indésirables graves relativement élevés qui surviennent dans les pays industrialisés et qui ont été mis en lumière par plusieurs études, notamment aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni ou en France dans les années 2000. Donc, plusieurs études ont cherché à expliquer d'où provenaient ces événements indésirables et quels étaient les facteurs. Alors, il existe plusieurs recherches qui ont mis en avant l'activité de soins, et c'est ce que nous disait Michel, qui entraîne toujours parfois des dérives et qui est toujours complexe. Ça peut également être lié à un défaut d'organisation de l'équipe, donc entre les professionnels médicaux et paramédicaux, et également un défaut de communication, là aussi entre les équipes. Et enfin, certaines études ont également mis en avant le comportement de négligence des professionnels par rapport à certaines règles. Et c'est donc ce point qui nous a particulièrement intéressés, parce que j'ai travaillé dans la direction des ressources humaines d'un hôpital privé, où j'avais été interpellée en fait par ces comportements de non-respect des règles, à la fois par les salariés de la clinique, mais également par les chirurgiens qui exercent toujours d'ailleurs, en libéral dans l'établissement. Donc entre négligence, non-respect des règles, violation, déviance, finalement je me suis intéressée au terme de transgression, qui me semblait être le plus approprié si on s'intéressait à ce type de population. Et en effet, dans la revue de la littérature, je me suis donc intéressée, pourquoi est-ce qu'on transgresse dans les organisations, et surtout, comment on doit réagir par rapport à cette transgression. Et il s'est avéré qu'un certain nombre d'auteurs avaient travaillé sur le thème de la transgression et qui nous proposaient plus ou moins deux grandes catégories de réponses pour agir sur la transgression. Soit la transgression doit être sanctionnée, parce qu'elle agit sur ce qu'on appelle les règles élémentaires, donc qui ne prêtent pas à interprétation, et parce qu'elle a pour but de nuire à l'organisation ou de nuire à un individu. Soit il convient de corriger la règle, donc pas de sanctionner directement, mais de corriger la règle parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait adaptée à l'activité. Et donc dans ce cas, les auteurs proposent de reconcevoir la règle avec les acteurs, en mettant en place par exemple l'éducation des acteurs à la sécurité, ou en mettant en place des barrières de sécurité pour éviter ce qu'on appelle la migration des comportements. Et donc pour limiter la migration des comportements des auteurs et donc entraîner la transgression. Et puis la deuxième grande réponse qui était proposée par les auteurs était de, cette fois-ci, tolérer la transgression lorsqu'il s'agit d'une adaptation d'un comportement à l'activité, donc par exemple afin de mener à bien son travail. Il s'agit là des auteurs en ergonomie de langue française, lorsqu'il existe un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Et donc il s'agit ici de permettre le bon fonctionnement de l'organisation. Enfin, et c'est là tout le paradoxe, d'autres auteurs encouragent cette transgression lorsqu'elle permet d'améliorer la performance de l'organisation, voire d'en améliorer la sécurité. Et là, on pense aux travaux de Norbert Alter, où l'innovation, où la transgression se transforme en innovation et elle est donc valorisée. Donc, a priori, dans la revue de la littérature qui nous était proposée, les acteurs se concentraient uniquement sur la règle, à savoir soit on sanctionne l'acteur, soit la transgression est pertinente pour le fonctionnement de l'organisation et donc on la tolère. Ce qui est tout à fait compréhensible au regard de la structure bureaucratique de nombreuses organisations aujourd'hui. Donc, cependant, il nous semblait que dans ces deux types de réponses, le point de vue de l'acteur n'était jamais pris en compte. Et donc, nous nous sommes questionnés
plutôt sur ce que voulait dire l'acteur à travers son acte transgressif, et donc peut-être de renverser le schéma en ne se focalisant plus sur le respect ou le non-respect de la règle, mais plutôt en partant de l'hypothèse que l'acte transgressif voulait dire quelque chose à quelqu'un. Et donc ça a été le but de notre recherche et le point de départ de la thèse en fait. Et pour se demander in fine, eh bien, quelle signification était-il possible de donner aux actes transgressifs en milieu de travail afin, en tant que gestionnaire, de pouvoir y répondre et donc de proposer une réponse adaptée. Et donc, afin de pouvoir répondre à cette question et à notre question de recherche, eh bien, je me suis appuyée sur une étude de cas au sein d'un hôpital privé qui avait été en fait peu étudiée au sein des sciences de gestion. Et j'ai choisi de me focaliser plus particulièrement, vous l'aurez deviné, sur les chirurgiens qui exercent du coup par essence un métier qu'on a qualifié de transgressif. Donc Michel aujourd'hui en a parfaitement esquissé les contours, et puis plus récemment Marie-Christine Pouchel également. Et donc pour ce faire, je me suis focalisée sur le cœur opérationnel des hôpitaux. Bien sûr, il s'agit du bloc opératoire, et auquel j'ai eu accès durant ma thèse dans le cadre d'hôpitaux, de différents hôpitaux privés. Donc cette étude a été menée sur plusieurs années en réalisant une recherche qualitative. Donc en plus de passer un certain nombre de temps avec des chirurgiens au bloc opératoire et d'assister à des opérations, mais également de pouvoir avoir accès à d'autres services, je tenais également un journal de bord pour pouvoir relever l'ensemble des transgressions par rapport en effet à trois grands types de règles que j'avais ciblées: les règles de fonctionnement, les règles d'hygiène au sein de l'hôpital, et puis les règles de traçabilité, l'identito-vigilance, etc. J'ai également relevé un certain nombre de fiches d'événements indésirables, là aussi pour relever si on pouvait recenser des actes de transgression dans ces fiches d'événements indésirables pour pouvoir les analyser. Donc après avoir réalisé une étude qualitative sur l'ensemble de ces données, eh bien, l'idée c'était de pouvoir, face à chaque acte transgressif identifié, pouvoir essayer de identifier une signification. Et à l'issue de cette recherche, on a proposé 4 significations possibles aux actes transgressifs, et dont chacune possède bien sûr une logique particulière. Alors pour nous, l'acte de transgression signifie dans un premier temps que le chirurgien va entrer en dialogue avec sa conscience professionnelle, car la règle prescrite est contradictoire avec sa règle de métier, avec son principe supérieur, et elle doit donc être contournée. On a pu observer des phénomènes de contournement de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, parce que, eh bien, on ne pose pas la question au patient pour savoir comment il s'appelle, parce qu'in fine on le connaît déjà, ou on l'a déjà vu, ou le patient revient, et donc la checklist n'est pas complétée par le chirurgien, elle n'est pas signée par le chirurgien, mais réalisée par exemple la circulante ou l'infirmière qui l'accompagne. Une deuxième signification que nous avons identifiée, et dans ce cas-là, l'acte de transgression signifie pour le chirurgien qu'il va cette fois-ci entrer en dialogue avec son instance de satisfaction personnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chirurgien va transgresser la règle pour favoriser son intérêt personnel. Par exemple, et on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il conserve ses sabots en dehors du bloc opératoire, alors que normalement il y a un système d'hygiène à respecter, mais en effet on va les conserver parce qu'on a la flemme de les enlever pour sortir fumer, pour passer un coup de téléphone, etc. Ou ça peut être aussi une modification du planning opératoire pour se permettre un temps personnel ou extra-professionnel qu'on a besoin, etc., sans en connaître et s'intéresser aux impacts que cela peut avoir sur l'organisation et ses confrères.
et ses collègues. Le troisième point qu'on a relevé, et dans ce cas, la troisième signification de la transgression, le chirurgien pourrait et donc s'adresser cette fois-ci, en transgressant la règle, à la direction de l'organisation. Car il n'est pas d'accord avec le système de règles mis en place. Et là, par exemple, ça peut être un planning opératoire qui ne convient pas, et donc le chirurgien, par exemple, décide de réduire ses vacations opératoires ou d'aller opérer ailleurs sans en informer la direction, qui du coup perd une patientèle et donc un revenu et une activité pour l'établissement. Enfin, et la quatrième signification qu'on a identifiée, cette fois-ci, le chirurgien s'adresserait à ses pairs en transgressant la règle, pour signifier qu'ils appartiennent à une même communauté et qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et cette communauté est particulièrement présente et forte chez les médecins et bien sûr les chirurgiens, et qui s'acquiert et qui se transmet au cours de leurs études en médecine, qui sont particulièrement longues et difficile. Donc, parmi ces quatre significations, on a identifié finalement deux formes de transgression qui sont auto-adressées au chirurgien. C'est le cas lorsque la transgression s'adresse à son instance de plaisir ou bien à sa conscience professionnelle, ou bien la transgression peut être adressée à un tiers, soit à ses confrères, ses collègues, ses consoeurs, ou bien lorsqu'elle est adressée à la direction de l'établissement, à l'instance qui prescrit les règles et qui ne convient pas. Donc c'est l'identification de ces quatre formes, l'identification des quatre transgressions, des quatre significations, finalement nous a permis de proposer une typologie de quatre formes de transgression à l'attention des gestionnaires, pour arriver à qualifier l'acte transgressif et pouvoir trouver une réponse sans pour autant sanctionner l'acteur ou au contraire l'encourager dans sa démarche de transgression. Donc lorsqu'on a identifié donc, ces quatre formes, et donc la typologie est composée des transgressions fonctionnelles, donc on l'a dit, c'est lorsque l'acteur s'adresse à sa conscience professionnelle qui va agir ici comme une instance de jugement pour guider l'acteur lorsque la règle qui lui est imposée ne correspond pas à la règle de métier. Et dans ce cas-là, il va questionner intérieurement sa conscience professionnelle pour combler l'écart, on le disait, entre la règle, le travail prescrit et le travail réel. La deuxième forme de transgression, il s'agit de la transgression culturelle, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est adressée aux pairs qui partagent une même communauté, et en réponse les pairs et les confrères vont lui témoigner de la reconnaissance et l'intégrer. Donc il s'agit ici de partager certaines valeurs de virilité, d'héroïsme, on le disait tout à l'heure, de démonstration de force, ou bien de comprendre tout simplement des blagues de carabin qui ne sont pas forcément compréhensibles pour le commun des mortels. La troisième forme de transgression qu'on a identifiée et qu'on a qualifiée de transgression de forme politique cette fois-ci, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'elle s'adresse directement à la direction qui met en place des règles qui vont restreindre les libertés de l'acteur, et donc ici du chirurgien. Donc on le disait tout à l'heure, il s'agissait par exemple de modifier un planning opératoire, et donc dans ce cas-là l'acteur va transgresser la règle pour aller opérer ailleurs, par exemple. Et enfin, la quatrième et dernière forme de transgression qu'on a identifiée, qui est une forme de transgression économique, et qui cette fois-ci s'adresse à l'instance de plaisir de l'acteur pour favoriser son intérêt personnel. Ici, on parle d'acteurs égoïstes. Mais dans ce cas-là, il réalise un calcul bénéfice-risque et il transgressera la règle si finalement son bénéfice est supérieur au risque. Donc l'idée de cette typologie et que je viens de vous présenter, c'était, ça devait nous permettre en fait de ne plus considérer l'acte transgressif
comme un phénomène comportemental qu'il convient soit de bannir, soit finalement de tolérer, mais plutôt de l'envisager dans un rapport dialogique pour essayer de trouver une réponse appropriée. Alors on a tenté de proposer des réponses qui mériteraient peut-être d'être testées dans une future recherche, et c'est ce que nous allons essayer de faire en tout cas. Et on a imaginé donc une réponse pour chaque forme de transgression. En effet, pour aller peut-être rapidement face à une transgression de forme fonctionnelle, l'idée c'était peut-être de montrer à l'acteur qu'on avait compris qu'il essayait de bien faire son travail, et donc de reconcevoir avec lui la règle pour qu'elle puisse, tout en respectant des règles de sécurité, arriver justement à travailler de façon à respecter la règle et à reconcevoir la règle, pour réduire ce fameux écart entre l'activité et le réel. Pour répondre à la forme de transgression culturelle, là il apparaît que c'est beaucoup plus compliqué et qui serait après tout beaucoup plus long à mettre en œuvre, étant donné qu'il faudrait accompagner les acteurs dans le changement culturel, ce qui est délicat parce que, comme on l'a vu, la culture professionnelle elle est transmise dès les études de médecine, donc chez les étudiants de façon très jeune, où ils sont embarqués dans ce métier qui est par essence transgressif. Pour répondre par contre à la transgression de forme politique, cette fois-ci on proposait plutôt d'entrer en négociation avec l'acteur et donc de lui proposer bien plus ou moins un compromis qui puisse répondre aux deux parties pour essayer de trouver un accord et de continuer à travailler ensemble. Et enfin, pour répondre à la transgression de forme économique, qui celle-ci nous apparaît être la plus coûteuse, en tout cas, pour celle-ci, il nous apparaît qu'il est important de peut-être, si elle ne doit pas être, sanctionnée tout de suite, en tout cas, il est important pour répondre à cette forme de transgression de montrer à l'acteur qu'on va réaliser des contrôles de façon un peu plus régulière pour éviter qu'il glisse vers la transgression et surtout pour le ramener vers le respect de la règle et pour éviter qu'il y ait un sentiment d'impunité de l'ensemble des autres acteurs qui, eux, vont respecter cette règle. Et donc, si je peux terminer, pour peut-être conclure, l'idée vraiment de mon propos, c'était de pouvoir, en complétant les propos de Michel, pouvoir sortir de cette réaction binaire par rapport à la transgression, soit la sanction, soit on la tolère, pour pouvoir proposer et essayer de comprendre les acteurs à travers leur acte de transgression et pouvoir les considérer comme des actes de parole pour qu'on puisse y répondre de façon tout à fait adaptée et proposer ces réponses aux directeurs d'hôpitaux et aux différents gestionnaires qui côtoient les chirurgiens tout au long de leur carrière. Je vous remercie. Merci beaucoup Leslie pour cette présentation qui, je trouve, clarifie bien, c'est le propre d'une typologie, mais la pluralité pratique et qui fait aussi, je pense, beaucoup écho à des choses qu'on a pu voir ici ou ailleurs. Et bien maintenant, il nous reste 3 petits quarts d'heure, et donc l'idée est d'ouvrir les échanges avec les participants. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, faire un retour d'expérience. Nicolas, je peux intervenir si à moins qu'il y ait des gens là. Allez-y. Dans l'esprit, je voudrais d'abord merci pour cette très intéressante analyse de votre thèse, et vraiment c'est très bien. En tant qu'ancien chirurgien et avec le recul que me permet ma situation, pas à la hauteur, je vous dirais que souvent, dans les médecins et les chirurgiens, pour faire des formations sur le dommage lié aux soins, il y a une incompréhension entre la prévention et la précaution. La prévention, ça ne se discute pas. Et ça, je pense qu'ils en sont persuadés, mais il faut encore mettre les points sur les i. C'est-à-dire, je ne mets pas de liquide dans ma voiture, elle ne freinera pas. Donc, je mets du liquide, elle freinera. Ça, c'est évident que la prévention ne se discute pas. Par contre, souvent, ils ont l'impression qu'on mélange la prévention avec la précaution.
Et la précaution, il y a un article de Conseil constitutionnel qui disait déjà que l'excès de précaution en médecine pourrait avoir un effet négatif. C'est-à-dire qu'il faut rappeler donc, aux malades et aux instances que, ce que j'ai dit, tout geste médical, mais chirurgical en particulier, est toujours risqué de manière incompressible. C'est-à-dire on prévient les risques certains et on essaie de se protéger des risques hypothétiques et incertains. Mais un excès de principe de précaution, je crois peut-être, c'est à réfléchir, dans certaines règles, ça peut irriter le médecin parce qu'il dit mais il tape contre un mur, c'est impossible de faire une checklist puisqu'il y aura toujours un risque, le risque zéro. Mais quand ils disent le risque zéro n'existe pas, ils mélangent tout, ils disent du coup la checklist ça sert à rien. Je ne suis pas du tout d'accord et vous avez bien raison, la prévention c'est indispensable. Et le deuxième petit point que je voudrais discuter, et vous l'avez dit, je ne le savais pas, mais ça me paraît évidemment, un médecin qui vous dit « j'ai pas besoin de demander le nom du malade parce que je le connais ». Il n'a pas tout à fait tort en théorie. Bien sûr. Hein, il n'a pas tort, parce que s'il opère des gens qu'il ne connaît pas, alors là, on change de registre. Mais vous pourriez dire, vous les instances, au lieu de dire « il faut demander le nom », et vous avez raison, il ne faut pas se tromper de malade, de dire, sous-entendu, je sais que vous connaissez vos malades, et que vous les opérez que après leur avoir dit bonjour, et non pas que vous rentrez dans une salle où ils sont déjà endormis. Hein, c'est une manière de leur dire poliment, vous n'avez pas à rentrer dans une salle où ils dorment déjà, ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter. Donc, trouver le truc en disant, demander le nom, ça les infantilise. Mais dire, accepter que l'infirmière ait dit, le chirurgien a parlé à son malade, par exemple. Donc là, ça l'engage. Si vous n'avez pas parlé, là, vous êtes responsable. Mais du coup, vous n'avez pas demandé le nom. C'est un côté un peu puéril qui irrite. Non, le coup d'opérer un malade endormi, ça a failli m'arriver, mais il ne dormait pas encore, heureusement. Et pour vous dire que l'état du malade, il ne sait pas où il habite, au bloc, c'était une arthroscopie. Il était donc pas encore endormi, heureusement, mais tout installé, la jambe gauche badigeonnée. C'était pas le bon côté. Et je me vois en train de lui dire, donc c'est bien le genou. Non, non, docteur, c'est à droite. C'est-à-dire qu'il s'est laissé badigeonner le genou gauche, en sachant que c'était le genou droit. Il n'était pas encore assez endormi pour... Donc heureusement, sinon on se trompait à tous les coups. Et ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais été étonné quand on lui badit. Vous savez, le malade, il dit peut-être il passe par la gauche, il passe par la droite. Enfin, ils sont ailleurs. Donc ça, oui, voilà. Hein. Donc vous avez raison, mais peut-être il faut de la souplesse dans les règles, je dirais, sans bagarre, bureaucratiques, qui sont parfois rigides et bêtes. C'est ça. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de proposer de... Voilà ce que je dis très bien. Voilà, et c'est important aussi en fonction des spécialités, parce qu'on voit bien que la checklist, elle n'est pas adaptée à toutes les spécialités. Voilà. Elle est un peu brutale, elle est un peu théorique. Exactement. Mais la prévention ne se discute pas, et ça, il faut le remettre avec un point sur les i. Tout à fait. Et voilà, moi je vais en profiter avant qu'il y ait des questions. Dans quelle mesure est-ce que toutes les transgressions que vous observiez, elles étaient conscientisées comme telles par les chirurgiens? Dans quelle mesure est-ce qu'ils les pensaient comme transgressions? Et quid des transgressions similaires effectuées par l'anesthésiste ou l'infirmière au bloc? Comment elles étaient, vos observations, perçues et appréhendées par les opérateurs? En effet, c'est sûr qu'il a fallu faire attention parce qu'on différencie bien la transgression de l'erreur, qui est totalement différente, parce que l'erreur c'est quand on ne connaît pas la règle, alors que le principe de la transgression c'est on transgresse quelque chose, on sait jusqu'au-delà, on va au-delà de la règle qu'on connaît. Et donc j'avais choisi de prendre des règles qui étaient connues de tous, à la fois des médecins, des chirurgiens, mais également des professionnels qui les accompagnaient, donc les infirmiers et les aides-soignants, pour qu'on sache si à tel moment on était dans la transgression ou non. Et donc en effet, la checklist sécurité du patient bloc opératoire était très facile à observer, parce qu'elle avait été mise en place depuis un certain nombre d'années et elle était obligatoire de toute façon depuis les recommandations HAS. Et donc avant chaque opération, je demandais à l'infirmière ce qu'elle faisait, et lorsque c'est elle qui remplissait la checklist, je lui demandais s'il y avait d'autres intervenants qui devaient la signer. Je me mettais dans une position où je ne connaissais pas la règle, et elle me disait bah non, le chirurgien n'a pas besoin de signer parce que c'est moi qui vérifie. Donc du coup là on
Ouais. Ce moment-là était vraiment noté comme étant transgression et analysé comme tel parce que l'ensemble de la règle était transgressée par tout le monde. De la même façon, de toutes les opérations auxquelles j'ai assisté, je n'ai jamais assisté au fameux time-out. C'est le fameux moment où tout le monde s'arrête avant l'intervention durant la checklist et où le chirurgien nomme de façon orale et claire le nom de l'intervention et qui va intervenir. Et je l'ai jamais vu, en fait. Et donc, voilà, c'était très... Et ensuite, lors des entretiens avec les chirurgiens, je leur ai jamais dit, et donc je travaillais de façon un peu dissimulée, que j'observais leur transgression parce que c'était pas le but, mais en tout cas je leur demandais de revenir sur telle ou telle situation, comment est-ce qu'ils avaient vécu la chose et justement souvent, là aussi pour revenir par rapport à la checklist, pourquoi est-ce que là elle n'avait pas été mise en œuvre. Et donc en effet on était dans ce rapport là où la règle ici elle n'est pas adaptée, où elle ne sert à rien. Oui, je comprends tout à fait et c'est très compliqué. Parce que fort de ce que j'ai dit et qui est la réalité, hein, c'est un métier qui paraît grande gueule et tout, mais c'est un métier à grosse responsabilité morale. Et cette angoisse chirurgicale, elle apparaît à travers ce ne me cassez pas les pieds. Je fais un métier assez difficile, même s'ils ne le disent pas. Je pense à mes collègues après m'être arrêté, je les voyais de temps en temps, et notamment quand ils faisaient quelques mouvements de grève ou je ne sais pas quoi pour gagner 1 euro de plus. Je leur disais, je le sais, je leur disais, de vous à moi, c'est pas 1 euro de plus. Ça là, vous n'êtes pas à la rue, c'est pas ça le problème. Mais évidemment que non. Donc, vous voyez, on prend un truc urticariant, on se raconte une histoire, mais en fait, ce qui gêne le chirurgien, je crois, hein, à vérifier, c'est que, fort de ce métier sacré, de cette lourdeur qui est... Il faut vraiment lire René Girard, qui est, vous savez, on est sacré maudit, hein, vous savez que vous êtes déifié, et puis si ça ne rate pas, vous êtes mis au pilori. Donc, cette difficulté d'objectiver un être humain et de faire un métier, je pense qu'ils aimeraient être beaucoup plus pris en considération. Et quand vous dites, par analogie avec l'aéronautique, le pilote avant de décoller, il fait que la checklist orale devant tout le monde, ouais, mais enfin le pilote, il a une responsabilité de ses passagers, mais il les objective pas. C'est toujours des êtres humains. Tandis que le chirurgien, il a cette particularité de s'inventer un moyen d'arriver à faire des choses impossibles à tout le monde. Et vous parliez aussi des blagues de Carabin, et on ne va pas lancer la discussion sur le sexisme de ces blagues qui étaient tout à fait excessives, mais moi je me pose la question, lorsque le malade sera de plus en plus en loco-régional ou présent, est-ce que ça ne va pas inhiber le chirurgien? Et je vous donne, pour illustrer cette réflexion, on avait fait un petit colloque à l'ambassade d'Allemagne. Évidemment, ils sont concernés par l'objectivation et les horreurs. Et donc, il y avait un débat sur les horreurs. Et quelqu'un disait, dans les témoignages des victimes qui avaient survécu, il y a une victime, et j'attire l'attention là-dessus, qui dit que après l'avoir torturé, mais laissé à demi-morte dans un coin de la salle, ils ont commencé à prendre le café en rigolant. Et donc, ils ont dit, ils sont vraiment horribles. Et alors là, j'ai pris la parole en disant, non, ça prouve bien que c'était des êtres humains. Et cette légèreté devant une horreur, ça prouve bien que ce sont des êtres humains, parce qu'on ne peut pas, devant une horreur, considérer que c'est encore un être humain. Ouais. Donc quand ils ont pris le café en se racontant des blagues, c'est pour dire, c'est un tas de viande, c'est pas grave, on a martyrisé quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un, c'est un tas de viande, ouf, on peut déconner. Tandis que si vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait, mais ce serait tous flingués, ça prouve bien que c'était des êtres humains. Donc l'objectivation prouve bien la grandeur morale du chirurgien, mais elle est très dangereuse parce qu'elle est insupportable. Il y a une schizophrénie dans ce métier. Et de temps en temps, mais je ne prends pas parti à l'envers, hein, la bureaucratie au sens négatif, elle est tellement rigide et théorique qu'elle est exaspérante. Et il y a des réactions urticariantes illégitimes, mais qui proviennent de ça. Donc il faut peut-être arrondir les manières de... Hein, je crois que ce que vous dites, discuter avant une opération pour voir ce que c'est impossible, ça ne marchera jamais. Ne le faites pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis a priori, il n'y a pas le temps dans le planning opératoire pour... C'est une vue d'esprit là, je crois. Hein. Je ne défends pas mes collègues mégalos. Hein, mais parce que là, on est allé au plus loin qu'on peut aller pour sécuriser toute l'opération. Oui, mais voilà, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, ça. Sinon ça va coincer. Quoi. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter. Et voilà, on va voir si le public a des... Est-ce qu'il y a, je ne veux pas que sinon on puisse continuer la soirée comme ça, hein, mais... Ah, on peut passer 3 jours, on se régale.
Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions, intervenir? N'hésitez pas, on est en relatif petit comité. Donc n'hésitez pas à ouvrir directement votre micro si tel est le cas. S'ils n'osent pas, ils mettent dans le chat, là, hein, ils mettent le commentaire. Ouais. Et sinon, il y a effectivement la barre de discussion sur Zoom. Alors, en attendant une éventuelle intervention, je me demandais, Michel, comment est-ce que votre travail avait été perçu ou est perçu par vos confrères ou anciens collègues? Alors Nicolas, c'est une excellente question, mais je vous remercie de l'avoir posée. Alors, au tout début, bon, il faut voir, hein, je vous situe le contexte hein, avec immodestie, mais j'étais un peu connu à Marseille, donc tout le monde a été ému et tout. Et quand par hasard, j'ai rebondi en faisant de la philo et de la réflexion, par gentillesse et par, presque charité, on a dit, bon, on va le faire intervenir, le pauvre, hein, je plaisante, mais à peine, et ça ne m'a pas du tout offusqué. Et puis, ce qui m'a plu, c'est que ce que je disais, en fait, j'ai rien inventé, hein, ce que je vous ai dit, il n'y a aucune opinion personnelle, c'est une photographie en essayant de l'interpréter, quelle est la signification de ce qui se passe. Hein. Eh bien, en discutant avec mes collègues et en faisant de nombreux colloques ou des conférences, notamment sur le dommage lié aux soins qui les intéresse toujours, ils ont toujours peur qu'il y ait le juge et l'avocat derrière, eh bien, ils ont mordu, comment dire, ça fait plaisir parce qu'on réveille chez eux ce qui est au fond d'eux-mêmes. Le chirurgien, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, il a ça au fond de lui, c'est pas du tout une bourrique et tout, comme on le décrit, hein. Il l'est apparemment, mais au fond du fond, il n'est pas du tout comme ça. Et il suffit de gratter pour enlever la carapace de ce que je vous dis là, hein, ne m'embêtez pas, vous n'allez pas me dire ce qu'il faut faire. Mais qui est construite aussi. Qui est construite, absolument. Et il faut déconstruire ce qui est déconstructible, en gardant quand même un respect pour cette difficulté d'objectivation. Et je crois que, non, du coup, ils l'ont bien perçu, au point qu'ils m'ont redemandé, etc. Et que maintenant, c'est pas ma personne, mais la philosophie et la réflexion philosophique en chirurgie, elle les intéresse beaucoup. Hein, au congrès d'orthopédie, il y a Alain Charles Masquelet qui va venir d'ailleurs, hein, je crois que vous l'avez invité, qui a une énorme réflexion là-dessus, qui a créé un petit cercle, le cercle Landry, où au début il y avait quelques orthopédistes, hein, c'est en chirurgie orthopédique, qui venaient. Maintenant, ça fait vraiment partie du congrès annuel. Il y a une grande place, une matinée entière. Donc il y a un intérêt pour les jeunes et pour les plus anciens et oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça la chirurgie, et ça rassure les gens. Mais quand on fait des formations, même auprès des soignants, quels qu'ils soient, quand vous leur dites, mais le métier de soignant, on le fait, mais on ne sait pas ce que c'est, ça les interpelle. Moi, je dis toujours, quand vous êtes à un repas avec un fabricant de lunettes, par politesse, vous dites, alors, tu fais quoi, des lunettes? Super, on s'en fiche, mais... Et alors, où tu les fais, où je peux les acheter, il vous le dit en 5 minutes. Et comme il est poli, il va vous dire, alors vous êtes soignant. Alors, c'est quoi d'être soignant? Posez cette question qui est simpleste à tous les soignants. C'est quoi d'être soignant? Donc, dès qu'on éclaircit avec nos recherches, nos travaux, on éclaircit, ça fait plaisir à tout le monde parce qu'ils l'ont au fond d'eux-mêmes. En fait, on éclaire, comme disait Socrate, hein, c'est la maïotique, on fait émerger chez celui... Et je crois que chez les chirurgiens, il y a une dimension éthique nécessaire, automatique, mais qui est camouflée. Hein, il suffit de la faire éclore, je crois. Il y a un micro qui s'agite, alors n'hésitez pas. Ouais. Alors attendez, on va monter le son. On vous entend, mais on va monter le son. Voilà. Alors, vous m'entendez? Très bien, tout à fait. On peut poser la question d'une pratique qui ne serait pas validée, donc transgressive, non autorisée, et qui serait répétée à plusieurs reprises par un chirurgien, un acte non autorisé dans le cadre d'une opération autorisée, serait répétée à plusieurs reprises et qui, à un moment donné, serait interrompue par l'hôpital, et donc déclarée comme transgressive. Donc, vous avez beaucoup traité des transgressions usuelles ou acceptées, et ma question est plutôt quelque chose qui aurait été accepté, voire soutenu par tout un hôpital, plusieurs dizaines d'opérations seraient interrompues. Donc, c'est déclaré comme transgressive a posteriori. Ma question est ça, Madame Lepron, c'est peut-être une fois la transgression, non pas à partir de celui qui la réalise,
mais à partir de celui, c'est l'institution, la qualifie comme une transgression. Elle la qualifie. Quel exemple il a? Donc là, si je résume et comprends la question, la question du décalage de perception de la transgression entre les chirurgiens et l'institution, un gestionnaire de l'hôpital ou quoi. Est-ce que vous avez remarqué... Je peux donner un exemple. Alors, je veux bien un exemple. Bon, alors, c'est pas pour en partie. Actuellement, il y a un chirurgien qui s'appelle le docteur Leroy qui réalisait de la cimentoplastie et vertébrale. Donc, la cimentoplastie vertébrale est autorisée en France. La cimentoplastie fiscale n'est pas validée. Et donc, lui, il raconte que, et donc, il a mené plus d'une centaine d'opérations. Pendant 2 ans. C'est un de 2015 à 2017, c'est lui qui le raconte. Il a arrêté en 2017, mais il a été suspendu en 2021. Donc c'est ça, c'est le cas où l'acte n'était pas autorisé pas autorisé, que pour autant il a réalisé l'acte et que c'était connu. Il n'était pas le seul en France, mais à un moment l'institution qui stoppe et dit on considère ça finalement comme une transgression. Et les 100 opérations qui ont été faites ont été transgressives. Donc est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça? Alors moi, je n'ai pas connaissance d'autres cas comme ça, et là par ailleurs c'est une transgression un petit peu particulière si je ne m'abuse, parce que du coup pour moi c'est pas vraiment une transgression finalement, parce que l'acte opératoire était autorisé par l'établissement, si je comprends bien, donc il n'y avait pas de transgression de règles, ou enfin du moins c'est une règle peut-être professionnelle par rapport aux confrères qui eux ne pratiquaient pas l'intervention. Non, l'intervention, c'est le geste, puisque la cimentoplastie vertébrale est autorisée. Donc, il a commencé comme ça. Et je raconte que quand il voyait que le disque était vide et ne pouvait pas supporter la charge, donc il remplissait le disque. Sinon, c'est la cimentoplastie fiscale qui n'est pas validée en France. Ce qui a été d'ailleurs, c'est parce que l'hôpital a saisi l'ARS. Mais pardonnez-moi, mais pourquoi c'est pas validé? Je ne savais pas qu'il y avait une liste d'interventions. En France, la loi dit, c'est le code civil, qu'on ne peut pas mutiler une personne quand bien même elle serait d'accord. Donc c'est interdit de faire des choses qui ne sont pas médicales. Mais s'ils considèrent que mettre du ciment, hein, vous avez compris, mettre du métacrylate de méthyle entre 2 vertèbres, pour lui c'était bien, je ne vois pas la liste des choses interdites comme ça, mais peut-être je me trompe. C'est pas un dispositif médical. En dispositif médical, on ne peut placer que des dispositifs qui ont été validés par l'agence du médicament, etc. Mais en chirurgie tout court, si vous avez envie de mettre du ciment dans l'humérus, ben c'est à vos risques et périls, enfin ceux du malade bien sûr, mais à votre responsabilité juridique. Mais je ne savais pas qu'il y avait une liste, ça me paraît bizarre, mais si vous pouvez l'expliquer. Moi, je ne suis pas du tout médecin. Non, mais alors je crois qu'il y a un malentendu, parce que la cimentoplastie des vertèbres, hein, pour parler technique, on met du ciment dans une vertèbre qui s'est affaissée ou qui est métastatique pour la solidifier, pour que le rachis tienne debout. C'est tout bête. Et entre 2 vertèbres, il y a un disque fibrocartilagineux. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre du ciment, mais pourquoi pas, puisqu'on peut faire une arthrodèse. L'arthrodèse, ça consiste à bloquer 2 ou 3 vertèbres en bloquant le disque. Donc ça revient presque au même. Je ne pense pas à vérifier qu'il y ait une liste. Ça c'est interdit, ça c'est permis. Il y a des choses en dispositifs médicaux qui sont interdits ou autorisés. Là on ne peut pas y déroger sous peine de sanctions civiles ou pénales. Mais du point de vue chirurgical, un chirurgien il a le droit de faire ce qu'il veut, sauf à mutiler son malade, sauf à l'opérer, alors qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale, médicale. Hein. Là c'est coups et blessures. Mais s'il le fait en son âme et conscience, je ne crois pas qu'il y ait des choses interdites. Voilà, mais peut-être à préciser. Hein. Mais il n'y a pas une validation du... Non. Il n'y a pas une validation du... Pas que je connaisse. Une méthode. Non. Une méthode de... Non. Et puis, c'est pas tant ce cas où qui m'intéressait, c'était ma question était un chirurgien qui réaliserait des gestes, qui seraient des méthodes pendant longtemps tolérées par l'hôpital et l'institution, et à un moment, l'institution changerait de regard sur un autre regard, peut-être parce que les patients se peinent, et donc mettrait un terme
à ce geste-là en le qualifiant de transgressif a posteriori. Non, je crois pas. Par exemple, dans les réparations des ligaments du genou, ça a évolué en de nombreuses années. Jusqu'à il y a quelques années, on avait 2-3 méthodes. Chaque chirurgien faisait la sienne, hein. Aujourd'hui, je crois, hein, je ne suis plus au courant maintenant, mais que la technique est toujours sous arthroscopie avec une greffe ligamentaire. Mais avant, on prenait une greffe du tendon rotulien. Et il y a sûrement encore des chirurgiens qui le font. On pourrait dire c'est un peu vieillot, mais quand ça marche, c'est pas interdit, hein. Après, il y a la responsabilité civile et pénale du chirurgien. S'il fait un geste et qu'il est prouvé qu'il a fait perdre des chances à son malade parce que ça fait 40 ans qu'on ne le fait plus et que ci et que ça, là c'est une autre paire de manches. Mais il y a je crois pas, hein, je crois, à vérifier, mais vraiment je crois pas, Leslie, je sais pas. Mais... Non, ça me parle pas. En tout cas, là, en l'occurrence, il s'agit d'un changement des règles du jeu, en fait. Où si on prend cet exemple-là, l'intervention elle est tolérée par l'organisation, par l'établissement, et puis à un moment donné, finalement on se rend compte que l'intervention n'apporte pas les résultats escomptés ou qu'il y a beaucoup de dommages, et donc on décide d'arrêter les interventions, et donc on change la règle, et finalement ensuite ça devient une transgression, mais jusqu'alors ça n'en était pas. Donc du coup pour moi je peux pas les analyser comme telles à l'instant T en tout cas, parce qu'à l'instant T la règle semble respectée. Il y a Valérie Dubanet qui a également ouvert son micro. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour vous situer, je suis infirmière anesthésiste depuis 30 ans dans la fonction publique et j'ai aussi une casquette de partenaire social. Donc, votre séminaire m'intéresse à double titre parce que j'ai aussi dans mes missions à accompagner mes collègues soignants au quotidien dans leur pratique. Voilà. Les difficultés de l'hôpital public sont ce qu'elles sont actuellement. Moi, je voudrais revenir sur une question, vous allez vite comprendre, ce que j'appellerais le legs de transgression. C'est-à-dire des petites transgressions dans nos blocs qu'on en fait tous les jours parce qu'elles sont soit d'ordre organisationnel, fonctionnel, et puis comme on l'a très clairement dit tout à l'heure, il y a le travail prescrit et le travail réel. Donc, pour reprendre l'exemple de la checklist, parce que c'est assez parlant, effectivement, on va dire le chirurgien ou l'anesthésiste transfère sa transgression à la checklist vers l'équipe paramédicale et que moi j'appelle donc, c'est ça, le legs de transgression. Donc moi j'ai un souci avec la position des soignants sur ce legs de transgression parce que jusqu'où ce legs va aller, jusqu'où il peut aller, et comment les équipes soignantes s'accommodent effectivement, parfois ou pas, de ce legs de transgression. Et ça, moi, c'est en termes de sociologie du travail, je trouve que c'est, moi, c'est un aspect qui m'intéresse. Effectivement, mon inscription à ce séminaire, vous la comprendrez très bien. C'est un champ pour moi à explorer. Donc, j'aurais aimé avoir la position du soignant et puis la position de la gouvernance, on va dire. Leslie, c'est vous? Oui, d'abord. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça peut se faire jusqu'au moment où il y a un problème et où on va chercher la responsabilité de la personne, in fine. C'est pour ça qu'on se pose cette question. Et c'est un peu, là on a parlé de la checklist, mais il me semble que c'est un peu la même chose lorsque les infirmières vont prodiguer un traitement alors qu'elles n'ont pas la prescription du médecin. Il me semble, ça aussi en tout cas je l'avais vu. Donc elles vont transgresser cette règle qui est d'avoir la prescription en faisant confiance. Et voilà. Et ensuite, si en effet le malheur arrive, on verra sur qui on peut se retourner. Donc moi j'aurais tendance à dire que, in fine, du moins ce que j'ai pu voir, et je ne sais pas, peut-être que Michel pourra compléter par rapport à son expérience, mais les infirmières elles n'ont pas tellement le choix finalement, et l'équipe opératoire c'est une seule et même équipe, et finalement le chirurgien est bien obligé de faire confiance, parce que s'il arrive quelque chose, ça sera sur lui la responsabilité qu'elle va retomber. Tout à fait. Moi, je crois que c'est un vrai problème. Vous avez raison, ce que vous appelez le legs de transgression. On va dire c'est la délégation de tâches à responsabilité différentes. Mais c'est très sournois, vous avez bien raison.
Moi, je crois que il y a la réalité et il y a la théorie. La théorie, et elle est importante, c'est la loi, le cadre réglementaire et la bureaucratie au bon sens du terme. Il en faut et il n'y a rien à dire. Mais où est le curseur? C'est-à-dire on est quand même dans un monde humain. On n'est pas que dans des relations contractuelles les uns avec les autres. On ne dit pas en tant que chirurgien ou que médecin à une infirmière, tiens, je t'ai dit ça, signe-le là, on tamponne, sinon c'est un monde de fous. On est dans un vrai monde. Et dans ce vrai monde, comme disait Paul Ricoeur, l'éthique médicale, et tous ces mots sont importants, ne consiste pas forcément à respecter les textes et les règles, parce que la valeur et le sens dépassent la norme. Mais attention, le forcément est phénoménal et très important. C'est-à-dire, oui, on respecte les cadres réglementaires et légaux, mais sans aller trop loin dans le respect rigide de la règle. Je prends un exemple tout à fait autre. Le secret professionnel, tout le monde le connaît et il faut le respecter à 200%. On ne doit pas répondre au téléphone. Maintenant, vous êtes infirmier dans un service, vous connaissez très bien Madame Luchemol, son mari est un peu plus longtemps en salle de réveil, elle vous appelle parce qu'elle a dû rentrer chez elle et elle vous rappelle, bon alors est-ce qu'il est revenu? Vous n'allez pas lui dire, écoutez, bonjour, je ne peux rien vous dire au téléphone, au revoir. On est dans un monde humain, alors qu'en réalité, vous pourriez dire, oui, bonjour, vous voyez? Donc la règle, il faut l'assouplir, mais pour autant, il y a une règle et il ne faut pas trop l'assouplir. Au début, et je donne un exemple qui va vous faire frémir, surtout Leslie, quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, j'étais jeune chef de clinique, je remplace dans un établissement où ils n'avaient pas une tradition orthopédique, et il y avait un col du fémur à opérer, ils n'avaient pas le matériel, donc je vais à l'hôpital où je travaillais justement en bonne convivialité, et dans ma voiture de jeune chef de clinique, hyper propre, toute neuve, vous imaginez, on met les boîtes chirurgicales dans le coffre, et j'arrive à la clinique, on ouvre le même coffre, on prend les boîtes, et dans la foulée, j'opère, en étant tout à fait innocent. Aujourd'hui, c'est strictement interdit, et tant mieux. Un matériel dans un établissement doit être stérilisé 24 heures avant, et tant mieux. Vous voyez que quand on a trop de laxisme, on fait n'importe quoi, et quand on a trop de rigidité, ça devient insupportable. Alors où est le curseur? J'en sais rien, mais pour ce qui est de non, il y est quand même. La prescription, par exemple, d'un antalgique au téléphone, ça ne me choque pas. Après, il y a... Où est le... Voilà, mais c'est peut-être vous qui allez nous répondre, madame. Où est le curseur? Mais on ne peut pas être trop rigide, quoi. Le curseur, je ne sais pas assez... On essaye effectivement de s'adapter au quotidien, et en fonction de nos équipes, en fonction de nos patients, en fonction aussi de notre connaissance du terrain. Voilà, on sait que c'est avec des équipes stables, voilà. Le curseur, il est beaucoup plus... Enfin, la géométrie peut être beaucoup plus variable. Avec des équipes moins stables, on a plus vite... on se réfugie plus vite derrière la réglementation, parce qu'on a besoin de se rassurer, de se protéger. Donc voilà, après, moi je commence à faire partie de la vieille garde d'anesthésie, donc voilà, j'ai un recul sur mon métier. Il se trouve que maintenant je suis ce qu'on appelle politiquement correct partenaire social, donc voilà, j'ai cette double casquette-là, et c'est... En fait, je pense que tout est dans cette espèce de vide-là qui est entre travail prescrit et travail réel. Et nos organisations de soins, je pense, s'inquiètent de moins en moins de ce vide, justement, entre travail prescrit et travail réel. Je trouve que nos organisations de soins se préoccupent peu de ça. Et que du coup, on perd peut-être cette élasticité dont on aurait parfois besoin. Voilà, après, c'est mon analyse, il n'engage que moi. Ou peut-être, pour rebondir sur un milieu que je connais un peu plus que le bloc opératoire, qui est celui de la gériatrie, peut-être que en gériatrie, il y a en ce moment multiplication des protocoles de coopération, où finalement, sous délégation, sous accord avec un médecin, une infirmière, un infirmier, va pouvoir réaliser une certaine partie de diagnostic, par exemple, qui avant était chasse gardée du médecin. Par exemple, le dépistage de la fragilité. Et j'ai l'impression quand même qu'avec la multiplication
de ces possibilités-là. Le régulateur a bien conscience qu'il y a un glissement. En fait, le régulateur cherche un petit peu à encadrer ces pratiques qui existaient, mais finalement, il les pense un peu a posteriori. Il a laissé des choses s'installer, et puis j'ai l'impression qu'il s'est dit, ici ça va trop loin, on va pas laisser faire. À l'inverse, ici ça va dans le bon sens, on va peut-être laisser faire. Alors peut-être que je suis un peu trop utopiste vis-à-vis du régulateur, mais je pense en ce moment que ça va un petit peu dans cette logique-là, d'essayer de voir finalement ce qui se fait sur le terrain, comment ça fonctionne sur le terrain, et ce qui pourrait être encadré. Alors évidemment, à partir du moment où ça devient encadré, ça devient plus contraignant, et donc pour les personnes qui faisaient ça hors protocole de coopération, ça les embête, puisque du coup ça les force à entrer quelque part dans un cadre. Mais voilà, je pense que vraiment en ce moment il y a une petite dynamique de plutôt faire partir des initiatives un petit peu du terrain pour essayer de les faire, de les généraliser. Et le régulateur, et puis les médecins l'acceptent eux-mêmes, parce que Bien sûr. sans lancer le débat là-dessus, mais le blocage d'associations professionnelles, de médecins ou autres par rapport à tout ce qui est IPA, pratique avancée ou quoi. On voit que selon les spécialités et selon les vécus des médecins, c'est eux-mêmes, même plus que le régulateur, qui freinent là-dedans, bien sûr. Mais bien sûr, on avait connu au tout début... Pardon, allez-y. Non, allez-y, vous en faites. Non, mais c'est un nouvel intervenant, donc à vous la parole. Non, c'est Ah, c'est madame, pardon. Non, je disais ce que je voulais dire, oui. Au tout début de mon installation, il y a fort longtemps, vous n'étiez pas né pour certains, j'étais donc jeune orthopédiste dans un établissement à but non lucratif où je m'installais pour la première fois avec une envie d'activité, de réaliser mon métier. Et il n'y avait pas encore d'urgentiste. Donc on avait des petites urgences à la porte et on était très content d'aller aux urgences, faire l'entorse de la cheville et tout, ce qui était bien fait, ce qui était valorisant, c'est vous développez votre patientèle. Quand les urgentistes sont arrivés, et heureusement qu'ils sont là, vraiment, il y a toute une frange pas moi vraiment je vous le dis, mais il y a toute une frange de mes collègues qui ont dit « Attends, là c'est n'importe quoi, il va y avoir des gens incompétents aux urgences qui vont faire des gestes. » Bon, aujourd'hui je dis, mais une entorse de la cheville, un urgentiste qui fait bien son boulot, il la traite aussi bien qu'un orthopédiste distingué, il n'est pas mauvais, mais on a une impression de manger notre précaré qui est très spécifique à la médecine. Regardez ce qui se passe en changeant de braquet, on ne parle plus de chirurgie mais de médecine, pour la vaccination. Comme si la vaccination, il fallait que ce soit médicalisé. Mais arrêtez, c'est bon. Un pharmacien le fait très bien et une infirmière le fait très bien aussi. Donc on a un peu, voilà, il faut avoir un peu d'humilité dans ce qu'on fait, et la délégation de tâches qui rejoint un peu ce qu'on dit, c'est très bien. Vous l'avez très bien dit, que ce soit un peu, la réalité c'est comme ça, ben autant l'encadrer, sans trop l'encadrer, mais c'est très bien. Hein, la réglementation évolue en fonction de ce qui se passe en réalité. Et puisque vous parliez de gériatrie, ça m'a toujours étonné l'histoire de la contention. La contention, vous le savez, c'est une règle, prescription médicale motivée, renouvelable toutes les 24 heures. Bon, c'est très rigide. Je ne dis pas qu'on devrait donner le droit d'attacher des gens, ce qui est une atteinte à leur liberté énorme, à n'importe qui. Mais en gériatrie, évidemment que le médecin ne va pas tous les jours dire il vaut mieux mettre une gigoteuse à Madame Untel ou une barrière, vous savez que ça va jusqu'à là. Donc heureusement que on fait un cahier de contention tous les 3 semaines, et à la limite, dans un service bien organisé, honnête, je pense que des infirmiers peuvent très bien décider honnêtement, à leur risque et péril, de mettre des barrières, il n'y a pas besoin d'attendre. Oui, elle se réinterroger. Évidemment. Donc il me semble, on peut faire évoluer la réglementation, mais pour autant, et je l'ai dit à Leslie, attention à la rigidité de la bureaucratie. Et je défends quand même ce volet aussi. Mais Leslie il est pour rien. Vous êtes le relais. J'ai pris note. Pour finir rapidement sur le chapitre, en fait, très souvent, la réglementation est très longue à s'adapter. Et par contre, ça passe par la réingénierie du métier. Et c'est là où, parfois, finalement, on recrée encore des zones d'ombre, et c'est un cercle infernal. C'est vrai. Ouais, on les déplace en tout cas. Voilà.
Est-ce qu'il y a une dernière question, remarque, retour d'expérience avant qu'on se quitte pour cette dernière séance 2021 du séminaire? Alors, pas à ce que je vois. Il y a un message, c'est quelqu'un qui a quitté, je crois, et qui remerciait. D'accord. Qui vous remercie pour Est-ce que vous pensez que le patient un peu plus éclairé aujourd'hui et un peu plus présent peut faire boucler la barrière de risque, parler de risque au début, c'est-à-dire entre l'intervention et le bien faire, qu'est-ce que le patient peut lui donner un peu son avis en disant, évidemment, je veux bien prendre le risque, je vous dis que alors pas du tout, je veux absolument pas, parce que savoir peut changer l'approche et le choix. Oui, si vous voulez, l'annonce du risque, hein, c'est la loi. Aucun acte ni aucun traitement ne peut être réalisé sans le consentement libre et éclairé. Donc il faut informer du risque. Contrairement au diagnostic ou au pronostic, où c'est pas une obligation. Mais informer les risques, ça ne veut pas dire donner un annuaire téléphonique. C'est l'équivalent de rien donner. Donc comment résoudre ce problème qui est à la fois juridique et en faisant beaucoup de formations sur le dommage lié aux soins, je vous dirais deux choses. Les soignants ont toujours peur à l'excès qu'il y ait un juge et un avocat derrière chaque malade, alors que, a priori, le juge, vis-à-vis des soignants, il sait très bien que leur b.a.-ba, c'est d'être bienveillant. Donc, a priori, avec le voleur de pommes, a priori, surtout s'il est un peu basané, lui, il prendra cher. Donc, a priori, il y a plutôt une empathie pour le soignant. C'est la première chose. Et deuxièmement, pour résoudre ce problème d'informer le malade du risque sans trop l'inquiéter, alors il n'y a pas de règle, on est en éthique, mais je crois que le meilleur moyen, et c'est pas du romantisme, c'est la confiance. Si vous établissez une relation de confiance, il n'y a pas de problème. Si vous établissez une relation contractuelle, il n'y aura que des problèmes. Alors, facile à dire, difficile à faire dans la vie. Hein. Comment établir une relation de confiance? Eh bien, être le moins technicien possible, enfin, le moins être technicien, mais ne pas agir comme un technicien. Et facile à dire, mais voilà, on est dans l'éthique, il n'y a pas de règle, hein, c'est au cas par cas. Merci. Et ben, Ouais. je te laisse. Très bien, écoutez, encore une fois, Leslie, merci beaucoup pour cette intervention. Michel, pareillement, merci à tous d'avoir répondu présent encore ce soir pour cette séance du séminaire. Donc, juste petit point calendrier, prochaine date c'est le 12 janvier 2022 avec le professeur Brice Gaillet qui est chirurgien viscéral et digestif à l'Institut Montsouris et le professeur Guillaume Morel qui est directeur de l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Voilà, et nous discuterons donc chirurgien et machine, enjeu d'un nouveau compagnonnage. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.